Ma porte d'entrée chez eux, ça a été, ils ont besoin de savoir quels sont les ESP, c'est-à-dire est-ce que c'est Orange, Gmail, machin qui faisait plus de performance. Oui, ils me payaient en tant que consultant pour juste avoir des statistiques. Et derrière, moi j'ai nurturé la relation en disant, hey, on pourrait faire d'autres choses. Alors juste avant de commencer le podcast, si vous voulez être la personne la mieux informée de la pièce en business et tech, on a une newsletter totalement gratuite qui vous envoie en 3 minutes par jour les 5 actus que vous devez absolument connaître pour avoir un coup d'avance et prendre les meilleures décisions. C'est moi personnellement qui la rédige tous les jours. Il y a plus de 10 000 entrepreneurs, CEO, cadres sup et futurs décideurs qui la lisent tous les jours. Voilà, vous allez adorer, c'est gratuit encore une fois, c'est le premier lien dans la description. Cyril, bonjour, c'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Juste avant que tu te présentes, puisqu'aujourd'hui, en fait, on va parler de business auprès de grandes entreprises, auprès de grands comptes. On va parler d'accompagnement de ces individus-là, de ces boîtes-là. On va parler un peu d'email, puisque c'était aussi ton cœur d'expertise. On va parler à quel point est-ce que ce monde-là est aux fraises ou non vis-à-vis des nouvelles technologies, des nouvelles méthodes, des nouvelles stratégies. Et derrière, quelles seraient les idées potentiellement de produits-services? Est-ce que des individus, est-ce que des entrepreneurs pourraient leur proposer? Et donc, juste avant d'aborder tous ces sujets-là, est-ce que tu peux nous lister les noms que tu as le droit de partager de boîtes des grandes boîtes avec qui tu as pu travailler, ne serait-ce que pour poser ton autorité pour la suite de la vidéo? Oui, alors bon, ça dépend sous quel format, mais franchement, j'ai bossé avec énormément de boîtes. Encore une fois, ça dépend sous quel format. Mais déjà, avant de te répondre, merci Luc de l'invitation, merci Alex de me recevoir. Et je suis très honoré et c'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Et merci de l'invitation sur ton espace, enfin sur votre espace, méga. Donc ouais, pour te répondre en 3 mots, beaucoup, Boulanger, BNP, Mythique, enfin Mac10 maintenant, PSA, j'ai plus le nom maintenant, je crois que c'est Stellantis. Stellantis, voilà. Voyage privé, voilà, entre autres. Et toutes ces boîtes-là, c'était de ce que j'ai cru comprendre, et peut-être que je dors sur ça, mais j'ai l'impression qu'ils t'ont embauché toi en tant que Cyril et pas forcément la structure que tu représentais. Est-ce que c'est le cas déjà ou pas? Ouais, alors sur certains, oui, on prend l'exemple de Mythique, typiquement, Ok. oui. Si on prend l'exemple de voyage privé, pas forcément. C'est pas forcément moi direct, c'est plutôt du service ou la boîte, ou voilà. Si on prend l'exemple de Boulanger, c'était plutôt ouais, également une forme d'agence qu'on pouvait vendre derrière. Voilà. Également, il y avait une boîte qui a coulé depuis qui s'appelait Chic Tip également. C'était une boîte qui était assez connue à l'époque, qui vendait des box de vêtements, tu renvoyais ce qui ne te convenait pas, tu gardais ce que tu avais, etc. Donc en fait, les formats de bis qu'on a eu avec eux, ils peuvent être différents en fonction de leurs besoins. Donc en fait, nous, notre maître mot, c'était agilité, flexibilité et écoute client. Et satisfaction, bien sûr. Donc, en fonction des besoins qu'il y avait ou vraiment au moment où ils en avaient besoin, on proposait des services qu'on connaissait, qu'on savait faire, ou on n'était pas forcément sûr de faire, mais qu'on savait qu'avec le budget qu'ils avaient, on pouvait y arriver. Voilà. Donc, un peu tous les formats. Comment vous avez réussi à même de les approcher, ne serait-ce que de les convaincre de votre expertise? Et quelle était votre expertise exactement? À l'époque, c'était l'email. Est-ce qu'il y avait d'autres choses ou pas? Alors oui, je vais te donner l'exemple de Mythique qui pour moi est le plus facile en fait à comprendre parce qu'après il y a beaucoup de réseaux, de satisfaction, de mecs qui te recommandent et donc ça va pas forcément répondre à la plupart des gens qui nous écouteront, mais on va prendre l'exemple de Mythique. À l'époque, on travaillait avec une plateforme qui s'appelait Public ID, qui s'est renommée en Time One aujourd'hui. C'est une agence à Paris, donc une plateforme d'affiliation, une régie d'affiliation. On était numéro 1 du trafic chez eux sur Mythique notamment. Et en fait, on avait des stats qui étaient anormales chez eux. Ils voulaient savoir comment on faisait. Alors, spoiler, maintenant, on peut le dire, parce que je ne pouvais pas le dire, c'était un peu tendu à l'époque. Mais en gros, ce qu'on faisait, c'est que c'était à la limite du légal. On prenait les kits email des plateformes d'affiliation qui étaient validées par la marque et on shootait derrière nos propres kits, mais qui respectaient les mêmes codes. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les kits email étaient, même encore aujourd'hui, étaient très très mal codés. Et du coup, on avait une meilleure délivrabilité. Donc en fait, pour assurer la performance de Mythique et des clients de la régie d'affiliation, on était obligé de faire certaines modifications. Même si théoriquement, on n'avait pas le droit, c'est le genre de truc que tu mets un peu sous le tapis chez tout le monde, parce que bon, il y a de la perf, quoi. Voilà. Mais tu peux pas le répliquer chez tout le monde. Donc ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné, ils savaient pas en fait comment on faisait de la performance. Voilà, on commençait à conquérir un peu trop de parts de marché chez eux. Enfin, on avait beaucoup trop de budget pour eux. Du coup, on a créé plusieurs boîtes, différentes boîtes à ce moment-là, pour prendre plus de budget, parce qu'ils pensaient qu'ils diversifiaient leur budget alors que pas du tout. Voilà. Donc du coup, on a créé des boîtes et on s'est dit,
tiens, là, on prend par exemple 20 000 balles de budget, 20 000 balles de budget, 20 000 balles de budget. Et on a répété cette opération tellement que on était. Voilà. Mais eux, ils étaient contents. Ils n'étaient pas au courant à l'époque que c'était vous qui Non. les attaquiez. Ok. Non, on avait, parce que je ne vais pas rentrer trop dans le détail technique, mais on avait plusieurs Skype, on avait plusieurs équipes à qui on demandait, on avait plusieurs salariés à qui on demandait d'avoir plusieurs Skype. Donc en fait, il y avait un côté schizophrène où tout le monde parlait avec 2-3 identités. Voilà. Mais ça faisait du budget, puisque nous, on incentivait nos commerciaux, nos commerciales, parce que c'était essentiellement des filles, sur la performance. Donc forcément, voilà. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, ils nous ont invités. Et ils nous ont dit, écoutez, viens parler. Et pour l'anecdote, ils m'ont invité en tant que David. Voilà. Parce que David avait les meilleurs perfs. Alors là, je ne vais même pas rentrer dans le détail. Pourquoi? Hasard. Je sais pas. Eux, ils étaient dans leur délire. C'est juste que, il y a un côté aléatoire, quoi. Faut en choisir un. Donc, je sais pas du tout comment ils ont fait la sélection. Du coup, je me suis embarqué avec une de mes salariés là-bas. Et toute la journée, on s'est appelé par des prénoms qui n'étaient pas les nôtres. Donc, ça fait la petite anecdote. C'était assez sympa. J'ai une petite photo place Vendôme avec cette personne assez rigolote. Et voilà, et du coup, on est arrivé chez eux, on leur a expliqué avec un PowerPoint comment faire x60 sur leur performance. Ils nous ont rigolé au nez parce que, grosso modo, il y avait une nana de 27 ans qui était directrice de machin et qui a dit ouais, bon, ok, machin, sauf que factuellement, on l'a démontré. Et puis, ils ont pris nos idées, ils les ont appliquées avec Public ID. Et du coup, Public ID a commencé à shooter nos propres kits auprès de tous les affiliés. Et à partir de là, Mythic nous a dit, bon, en effet, il y a de la performance supplémentaire, c'est intéressant. Ils nous ont appelés. Enfin, là, pour le coup, ils m'ont appelé, moi en direct, et ils m'ont dit, on a besoin de ton aide, faut qu'on défonce le truc, quoi. Voilà, parce que clairement, tu fais augmenter la performance, donc il y a énormément de choses à faire. Et la présentation que j'ai faite chez eux, elle était assez simple, c'était, regardez, il y a tant de rebuilds que vous avez, regardez ce que font vos concurrents underground, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas forcément publics, qui ont des offres beaucoup plus violentes. On montrait des 200 000 balles de MRR sur des offres dating, et on leur disait, et on envoie beaucoup moins de trafic que chez vous. Donc on leur expliquait pourquoi, etc. Donc, voilà. Et ensuite, ils nous ont fait, donc la porte d'entrée d'email, c'était, moi, ma porte d'entrée chez eux, ça a été, ils ont besoin de savoir quels sont les ESP, c'est-à-dire est-ce que c'est Orange, Gmail, le machin qui faisait plus de performance. Honnêtement, pour moi, c'était un non-sujet, c'était pas intéressant comme question. Mais eux, ils en avaient besoin. Donc, du coup, ils me payaient en tant que consultant pour juste avoir des statistiques. Et derrière, moi, j'ai nurturé la relation en disant, hey, on pourrait faire d'autres choses. Voilà. On pourrait faire comme ça, on pourrait faire comme ça. Voilà. Après, il y a des choses que je ne peux pas forcément dire de ce qu'on a fait. Mais en tout cas, ils m'ont demandé de faire évoluer cette offre affiliation et marketing. Et ils ont, parce qu'au moment où on l'a fait, ils changeaient leur communication, ils avaient changé d'agence de com. Et du coup, ils avaient besoin de s'appuyer là-dessus. Et on a participé à la création de la marque qui s'appelle Disons Demain, pour les jeunes de plus de 50 ans. C'était le slogan. Si vous connaissez la marque. Voilà. Et on était un des premiers à prendre l'exclusivité emailing, notamment de trafic sur cette offre-là. Voilà. Et je serais curieux de savoir comment tu es tombé comment tu t'es décidé au tout départ, avant même tout ça, d'attaquer cette niche, sachant que souvent, quand on se lance dans des business web, le premier réflexe, en tout cas de beaucoup de gens, c'est plutôt d'aller vers du B2C, en se disant que tu auras besoin de moins de réseaux, de moins de contacts, peut-être aussi de moins d'exigences ou de qualité, c'est plus facile. Qu'est-ce qui, toi, t'a convaincu d'attaquer cette niche qui est moins évidente, on va dire? Après, moi, j'entends deux questions. Il y a la question du B2B et la question de la niche. Alors déjà, B2B, moi, j'ai une sensibilité de base. J'avais fait des stages quand j'étais à l'école. J'étais dans les journaux publicitaires. Un concurrent du Paru Vendu. C'était S3G Communication, ça s'appelait à l'époque. Concurrent du Paru Vendu. Donc, en gros, on vendait des espaces publicitaires. Moi, j'appelais des restaurants, etc. Je faisais ça en stage. Donc, je faisais du cold call sur les pages jaunes. Voilà. Et anecdote, aujourd'hui, on continue à apprendre aux gens à faire du cold call. Et voilà, j'ai commencé en stage. Donc, j'avais, je me rappelle pas, j'étais en BEP, j'ai fait BEP, Bac Pro, DUT. Je me rappelle plus l'âge, un truc comme 15-16 ans, quelque chose comme ça, 17 peut-être. Et du coup, je faisais du code call, je faisais les beaux PowerPoint, machin, tout ça. Donc déjà, je suis tombé très très vite dans la marmite du B2B en mode vente d'espace publicitaire, même si je n'étais pas forcément prédestiné à faire ça. Et donc, comment est-ce qu'on attaque, comment est-ce que on arrive à développer finalement des sujets autour de ça? C'est tout simplement parce que dans l'emailing, même si on fait beaucoup de B2C, c'est-à-dire on fait de l'affiliation B2C, on shoot des bases, c'est pas légal. Donc comment est-ce que c'est légal? Enfin, c'est quoi la différence entre la légalité et la l'illégalité? C'est on a l'accord des entreprises pour shooter leur base de données parce qu'on a une expertise de délivrabilité et donc de faire de l'argent et partager ce qu'on appelle du revenu sharing, les revenus avec eux. Donc en fait, de base, le business a toujours été B2B, même si tu fais du B2C. C'est-à-dire qu'on dealait déjà avec des
des sites, des boîtes, appelle ça comme tu veux, des comptes, des grands comptes, voilà, qui nous partageaient leur base de données pour shooter de l'affiliation dessus. Donc nous, on avait un discours d'offre qui était hey, t'as que 20% de ta base qui fait de l'argent, que fais-tu des 80% restants? Ah bah ce serait intéressant de faire un truc avec ces 80% parce qu'ils achètent ailleurs et probablement chez ton concurrent puisqu'ils n'achètent pas chez toi et qu'ils ont ce besoin. Donc bah, viens gratter des parts de marché chez tes concurrents. C'était un peu le discours qu'on avait au départ, il y a longtemps, et qui est toujours le même, mais c'est la même chose. Et donc du coup, de base, pour vivre, on faisait du B2B. Après, avec les bases qu'on avait, on faisait du B2C en affiliation. Mais le B2C en affiliation, on passe quand même par des régies d'affiliation et donc on fait du B2B. Et donc, bah, ces régies d'affiliation, c'est elles qui nous facturent. Donc, en vérité, même si on fait de l'affiliation en B2C, quand tu fais de l'affiliation, tu le fais au nom d'une société, enfin pour une société. Donc, en général, l'affiliation, c'est quand même du B2B. Voilà. Mais on monétisait des bases B2C. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu exactement à la question, mais au moins, il y a des détails. C'est parfaitement répondu, c'est extrêmement clair. Et donc, bah, la sensibilité du B2B, comment est-ce qu'on a saisi l'opportunité, par exemple, de grands comptes ou des choses comme ça? Bah, en fait, on est resté ouvert, on est resté à l'écoute des opportunités, on va dire, mais quand il y avait des besoins, on savait les résoudre. Donc, en fait, les budgets qu'on avait, on les réinvestissait, par exemple, avec des clients. En gros, mes clients payaient la R&D, c'est-à-dire qu'on leur vendait, par exemple, du Google AdWords. Et avec le Google AdWords, en agence, on prenait un cut de 30% sur le budget. Par exemple, sur 10 000 balles, on prenait 3 000 balles. Et l'objectif, c'était de leur faire du ROI. Et donc, on faisait du ROI. Enfin, c'était à nous d'être intelligents pour faire du ROI. Donc, je te dis pas qu'on a eu 100% de satisfaits, mais on avait quand même un bon 80-90% de satisfaits parce que, en fait, vu qu'on a la conscience du client, on a toujours fait en sorte que le client, quoi qu'il arrive, soit satisfait. C'est-à-dire qu'il est ce qu'il veut, etc. Qu'on sache faire ou non. À l'époque, il n'y avait pas Meta Ads. Il y avait Google. C'est pour ça que je parle de Google. Meta Ads est arrivé à peu près en 2014, Facebook Ads, un truc comme ça, 2013, 2014. Enfin, nous, on s'y est mis en 2014, 2015. Mais avant, c'était Google, quoi. Et sur Google, ouais, on vendait beaucoup de choses. On a fait des piscines en kit. On a travaillé avec Aquadiscount. J'ai perdu le deuxième. Je sais plus comment il s'appelle le deuxième. Aquadiscount et j'ai un doute. Bref, c'était des piscines en kit et on leur faisait Google AdWords et on leur démontrait que le mot-clé piscine était à 7 balles à l'époque. Le clic sur le mot-clé. Et en fait, on leur montrait par exemple, tu vois, fallait être intelligent. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, bon, il y a des gens qui font des fautes d'orthographe. Tu vas dans les règles de Google, on te dit, ne faites surtout pas de fautes d'orthographe. C'est pas bien. Il faut bien écrire, machin. Les meilleurs mots-clés qu'on avait, c'était sur des fautes d'orthographe. Donc, du coup, on a créé une forme de niche, je peux vraiment dire ça, sur la faute d'orthographe. On a créé des générateurs. Et du coup, tu vois, de fil en aiguille, on s'est dit, ah tiens, on va rentrer d'autres clients. Donc, on a rentré des concurrents de Aquadiscount, on a dans de la menuiserie, on a travaillé avec Grofilex, etc. Et on a développé l'asset de la faute d'orthographe sur Google AdWords pour faire du ROI chez nos clients. Donc, tu vois, c'est une forme d'opportunité globale qui fait que quand tu commences à faire quelque chose, si tu as la conscience du client et que tu as envie qu'il y arrive, tu trouves des solutions. Moi, en gros, mon job aujourd'hui, peu importe ce que je fais, c'est être problem solver. C'est comme ça que moi, je viens me définir parce que clairement, c'est toute la journée, tu trouves des solutions aux problèmes, plus que businessman ou quoi que ce soit. Et oui, après, mettre ça au service des clients, quoi. C'est intéressant. En gros, initialement, tu avais une agence de com, quoi, tout simplement. Alors, on n'a jamais voulu avoir d'agence. C'est là où c'est assez paradoxal, parce que je détestais être, drivé par mon client. Donc, je prenais des clients qui étaient OK pour qu'on soit libre, mais en aucun cas, tu vois, le bouton à gauche en rouge, ah non, pas rouge machin, rouge écrevisse, tout ça, non merci. Et ça, c'était clair dès le départ. Donc, en fait, on prenait des rôles agences par opportunité, mais on définissait les termes de ce rôle agence qui, du coup, n'était pas vraiment un rôle agence. On faisait de la performance. On faisait ce qu'on appelait du marketing à la performance plus qu'une agence. Et donc, pour faire du marketing à la performance, soit des gens nous donnaient du budget, soit ils nous faisaient faire, soit ils avaient besoin de conseils. Très souvent, quand on a donné du conseil stratégique, ça a développé des marques. Quand on le faisait nous, on n'avait pas forcément des fois des équipes, donc plutôt que de sous-traiter, on pilotait finalement le projet avec les sous-traitants pour les aider. Je sais pas, il peut y avoir des endroits où tu n'as pas forcément les équipes, où tu n'as pas embauché. Enfin, moi, c'était pas trop mon truc. Je voulais pas développer une agence, mon associé non plus à l'époque. Donc, on s'est beaucoup adapté en fait en fonction de la demande du client là-dessus, quoi. Sachant que notre cœur de métier était donc emailing, affiliation, notamment. Mais tu vois, emailing, affiliation, ça nous a amené à devoir avoir nos propres listes email, donc à générer de la publicité, donc se servir de l'expérience qu'on avait avec nos clients pour développer nos propres comptes et donc nos listes email, etc. La vraie valeur, c'est on avait un asset et on essayait en fait, mon job au départ, c'est la monétisation d'audience, monétisation de compétences si tu veux. Et grosso modo, dès qu'on avait un asset, il fallait qu'on le développe pour des clients en interne et en externe. Alors, quand je dis pour des clients, c'est pour des grands comptes en B2B, en interne et en externe pour, si tu veux, un rôle agence, quoi. Je sais pas si c'est clair. Bien. Je perds un peu le fil de la chronologie. Est-ce que tu peux nous expliquer à partir de quand tu es vraiment tombé dans l'emailing? J'ai l'impression du coup tu avais ton stage initialement où tu as pu vendre
des encarts publicitaires. Ensuite, tu nous parles de finalement ton rôle agence sous performance, là directement auprès des grands comptes. Et c'est à ce moment-là où tu as compris qu'il y avait une demande au niveau de l'emailing et tu as transitionné vers ça. Oui. Oui, alors en fait, et je pense que ça fera écho à beaucoup de sujets qu'on va voir derrière. Alors je réponds à ta dernière question d'abord. J'ai pas spécialement vu qu'à ce moment-là, l'emailing était une porte d'entrée pour du B2B, etc. Mais comme aujourd'hui, je verrai pas certaines activités que je fais qui sont une porte d'entrée. En fait, les portes d'entrée, il y en a partout. Il faut juste essayer, il faut juste y aller. Il n'y a pas plus ou moins d'opportunités aujourd'hui qu'avant. Ça, c'est toujours les questions qui restent. Est-ce que, par exemple, tu vois, il y a 10 ans, c'était le big data. Aujourd'hui, c'est l'IA. En 2005, je ne sais pas ce que c'était, je ne me rappelle pas. C'était des sites web, je crois. Voilà, bon, aujourd'hui, il y a toujours des sites web. Voilà. Donc, grosso modo, ce que je veux dire, c'est il n'y a pas vraiment plus d'opportunités. Il y en a peut-être plus qu'avant parce qu'il y a de plus en plus de personnes sur Internet, donc il y a beaucoup plus de concurrents. Mais il y a autant de parts de marché puisque tout le monde s'y intéresse. Donc, grosso modo, pour moi, il n'y a pas forcément d'opportunités ou de marché fermé sur des sujets comme ça, puisque les entreprises auront toujours des besoins. Exemple, ils auront toujours besoin d'acquisition. Que ça s'appelle affiliation, publicité, stratégie, email, funnel, enfin, mais tout le nom que tu veux derrière. À la fin, la question, c'est est-ce que le mec va faire de la perf ou pas. Donc après, c'est à toi, avec ton asset, de caler en fait la bonne personne, parce qu'il y a quand même des produits qui correspondent à des gens, et ça, faut pas le sous-estimer. Tu as des gens sur des tunnels, ils seront jamais à l'aise. Ils préfèrent avoir des calls. Alors, on peut dire que c'est un tunnel, hein, tu déposes un booking, mais bon, voilà. Tu fais de l'ad, page avec un booking. Si tu appelles ça un tunnel, ok, moi j'appelle ça une landing page. Bon, grosso modo, le mec il dépose, il prend des calls. Il y en a, ils voudront jamais prendre de call. Donc en fait, tu dois adapter tes stratégies en fonction de ça. Pourquoi ils veulent pas prendre de call? Parce qu'ils ont besoin de sous-traités, ils ont besoin de commerciaux, ils ont besoin de plein de trucs, donc il faut être capable de s'adapter. Et pour moi, aujourd'hui, le vrai biz, c'est l'agilité et la flexibilité plus que le produit. Et forcément, pour avoir la flexibilité et l'agilité, tu dois absolument développer des compétences. Chronologiquement, ça n'a pas commencé au stage. Alors là, je vais éviter de parler 30 minutes sur un sujet comme ça parce que ça peut être très long. Mais initialement, je suis tombé dans la marmite. J'ai commencé par développer sur le site du zéro des virus en C++. Très vite, j'ai bifurqué sur du Java, c'est un langage de programmation, qui m'aidait en fait à développer un jeu qui s'appelait Lineage 2, qui était développé par un éditeur NCSoft. Et en fait, comment dire, on faisait à l'époque, aujourd'hui ça s'appelle du modding. Voilà, donc on faisait des mods sur le jeu. À l'époque, ça s'appelait pas comme ça. C'était illégal, hein, tu violais la propriété intellectuelle de l'éditeur. Mais on modait en fait des trucs avec un Russe et un Suisse, qui étaient mes associés. Associés quand on est gamin, quoi. Et on ramenait beaucoup de joueurs. On est monté à 5-10 000 joueurs sur des serveurs privés de ce jeu-là. Et un jour, il y a l'éditeur qui a toqué et qui a dit vous nous devez quand même beaucoup d'argent parce que vous avez tout violé. Voilà. Donc, s'il vous plaît, donnez-nous 250 000 balles. Donc, on a dit non. Ou alors, donnez-nous tout le code. Et on leur a payé finalement. Notre taf a payé 6 ans de mise à jour à peu près. Ouais, avec entre 4 et 6 ans de mise à jour à peu près. Sur ce qu'on a développé avec mes associés à l'époque, qui aujourd'hui font autre chose. Et donc, du coup, le rapport, c'est que ça m'a permis d'aller me dire, OK, je sais développer, je sais faire des trucs. Ça m'a appris en fait à scraper malgré moi. Ça m'a appris à développer une communauté. On avait entre 5 et 10 000 joueurs. Donc, il y avait une liste email à gérer. Il y avait un forum. À l'époque, c'était sur Xuit. Il y avait des forums. Et du coup, on développait des événements, etc. Donc, il fallait communiquer. Donc là, l'email, j'ai compris que très vite, c'est assez évident que oui, dès que tu envoies un email, tu as des gens qui réagissent. À l'époque, il y avait beaucoup moins de problèmes de spam, de machin, etc. Donc en fait, c'était la meilleure communication, quoi. Et après, suite à ce projet, on va dire, j'ai commencé à aller scraper sur le Bon Coin. J'ai rencontré donc je suis allé sur le Bon Coin. À l'époque, il y avait des fichiers images, c'est-à-dire il y avait ton adresse email, Luc en fichier image. Donc à l'époque, je me rappelle, j'ai mis des jours à trouver le mot OCR, qui était en fait une reconnaissance d'image, pour pouvoir décrypter les emails et envoyer en fait des emails à ces gens-là. Et à partir de là, quand tu as beaucoup d'emails, que tu commences à voir que les gens réagissent, tu te dis, bon, qu'est-ce que je peux leur proposer? Et c'est là où j'ai découvert l'affiliation, notamment avec Cdiscount, qui était à l'époque un programme incroyable qui faisait énormément d'argent. Et du coup, j'ai commencé comme ça. Donc, j'ai rencontré mon associé. Après, je ne rentrerai pas dans le détail de pourquoi, comment, mon associé, machin, ce serait trop long. Mais voilà, donc je suis tombé dans l'email comme ça, en tout cas. Avec le scrapping, le développement, en fait. Ok. Et donc, au moment où tu avais. Je pose des questions pour vraiment comprendre en profondeur la chronologie de ton parcours. Donc, au moment où tu as commencé à ce que j'appelle l'agence de com, finalement, tu étais déjà dans l'email, tu proposais déjà des prestations email, de l'affiliation. Ouais. C'était complémentaire à la prestation de service que tu faisais. Okay.
Ouais, c'était bien après, hein, le rôle agence, mythique, tout ça, c'était des années après. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Bah, chronologiquement, bah, ok, pour la faire simple, Ouais. en parallèle de mes études, j'ai développé ce projet, j'ai appris à développer des compétences. Ces compétences m'ont amené à faire de l'email, donc ce que j'ai raconté juste avant. Et ensuite, bah, je me suis dit, il y a quand même du fric à faire avec l'email parce que je voyais que les gens réagissaient. Donc j'ai découvert l'affiliation. J'ai une amie qui m'a appelé, qui m'a dit oui, je connais un gars, je sais pas quoi, nanan. Il m'a appelé, on s'est associés. Enfin, il s'est passé un truc entre les deux, mais passons. Lui, il avait un problème sur Google AdWords et il faisait de l'emailing. Donc lui, il m'a permis en fait de découvrir le monde direct du B2B emailing, enfin pardon, de l'affiliation professionnelle, puisque moi je prenais des programmes comme n'importe qui aujourd'hui doit prendre des programmes. C'est-à-dire tu vas, je sais pas, sur system.io et trucs comme ça. Bon, à l'époque c'était pas ça, mais voilà. Il y avait des petits programmes comme ça chez les annonceurs. Et lui, il m'a fait découvrir que, hey, il y a des régies d'affiliation qui ont beaucoup de programmes. Et là, ah ouais, ah oui, il y a quand même beaucoup de choses. Il y a beaucoup de programmes, beaucoup de trucs. Et là, c'était Bagdad, quoi. Et le seul sujet, c'était d'envoyer un max de trafic sur les offres, puisqu'en fait, d'un coup, il arrivait à résoudre un problème qui était, tu as besoin de proposer beaucoup d'offres. Moi, j'en avais pas beaucoup. Donc, du coup, bah, tous les modèles de rémunération, quoi, les CPA, les CPC, les CPL, pour ceux qui connaissent, donc les rémunérations à l'inscription, les rémunérations à la vente, les rémunérations au clic, les rémunérations à l'impression, etc. Et donc, sur plusieurs offres, les négociations derrière. Et donc, on a monté une boîte ensemble, en fait, là-dessus. Lui, il avait des problèmes de trafic parce qu'il savait pas vraiment recruter des emails. Et du coup, ben, voilà, complémentarité, on s'est associés à ce moment-là. Et après, ben, on a développé l'affiliation en interne. Voilà, et sur cette affiliation, ben, on a commencé à prendre des rôles un peu agence, comme je disais juste avant, mais c'était pas vraiment agence. Une sorte de consulting, on va dire, du conseil. On aidait des gens à, je sais pas, j'ai tellement d'histoires là-dessus, je vais prendre un architecte, enfin des gens qui vendaient il y avait une société qui s'appelait Raken Metal, qui est à Lyon, qui vendait des trucs pour les architectes, je me rappelle plus ce que c'est, ça s'appelle Raken Metal, ça existe toujours, si les gens veulent le voir sur Internet. Et eux, par exemple, bah, ils avaient besoin d'avoir des personnes. Donc, en fait, tu vas comprendre cette logique de rôle agence qui est un peu bizarre. C'est on envoie du trafic chez eux, ça marche pas. Eux, ils te disent ah, tes bases, c'est nul. On leur dit bah non, nos bases sont pas nulles. C'est ton marketing qui est nul. Bouge pas, on te fait une page. Boum, boum, 10 devis, une vente, 15 000 balles. Et donc, du coup, bah, tu vois, on le faisait pourquoi? Parce que sinon, nous, on était. Bah, en fait, ça défonçait notre satisfaction. Les mecs disaient ah non, vous êtes nuls. Non, c'est vous qui êtes nuls. Mais c'était compliqué à leur dire. Donc, du coup, après, on vendait un package. Attends, on vous fait la page, on centralise la page, le machin, le truc, le bidule. Et comment est-ce qu'on pouvait être bon comme ça? Parce que ça sort de nulle part et de l'instinct de vie? Non. C'est vu qu'on en bombardait beaucoup d'affiliations sur les offres, et ben, forcément, on connaissait pourquoi les pages marchaient mieux ou pas. Parce qu'il y avait des fois des A/B tests en affiliation. Donc, on était capable de reproduire des schémas qui marchaient. Et donc, quand on arrivait chez des clients, bah, c'était facile de leur dire bon, on va faire une page avec ça, 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 ça. On avait un petit SOP là. J'avais même fait un générateur de landing page que j'avais développé moi-même, de par l'expérience que j'avais avant. Je rentrais le nom du client, la headline, le machin, ça me générait la page. J'avais le formulaire et ça bombardait. Et nous, on envoyait du trafic dessus, on était payé. Et on était mieux payé qu'en affiliation, puisque l'affiliation te donne un cut de 20 à 30%. Là où toi, tu prenais tout ce qui correspondait, quoi, en fonction de la négociation que tu avais. Bref, tu vendais en B2B, quoi. Et donc, tu vois, c'est pour ça qu'il y avait un rôle agence qui n'en était pas vraiment un. C'était aussi pour assurer notre performance, tu vois, dans cet exemple-là. Et ensuite, je sais pas, je vais peut-être m'arrêter là avant d'aller plus loin sur tout le reste. Mais voilà. Ensuite, ça nous a obligés à se dire bah, pourquoi on ne fait pas une régie d'affiliation? Puisqu'on a les offres, on a des clients, on rend service à des clients. Non, non, non. On a créé une régie d'affiliation. Voilà. Et tu me disais. Ouais, vas-y. J'ai une question par rapport à tout ça. J'ai cette vision de, en fait, vous avez saisi des opportunités à droite et à gauche et des opportunités qui sont vachement complémentaires. Et donc, vous êtes dit, OK, on a un client et comment est-ce qu'on peut le servir le maximum? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas eu une logique qui est différente, peut-être plus horizontale, Ouais. de vous dire, en fait, on a un business model qu'on maîtrise, au lieu d'essayer de prendre toute la verticale et de multiplier tout simplement les business models, de multiplier aussi les risques, de multiplier les expertises différentes, de vous dire, on bétonne là-dessus, on voit comment on peut augmenter notre panier moyen sur cette offre-là uniquement, et juste on va essayer de bombarder un maximum de clients possible. Quelle était la logique derrière? Alors, c'est une logique qui va être un peu. Alors, j'ai deux réponses à ça. La première, c'est le profil des entrepreneurs. Mon associé et moi, à l'époque, on était plutôt créatifs. Donc, on n'était pas. On aimait bien créer des idées. On aimait bien faire des choses, bouger, etc. Donc, quand même, le profil est important. Nos profils étaient toujours supérieurs à l'argent. C'est-à-dire, on préférait faire quelque chose qui nous fasse plaisir, qui nous stimule intellectuellement, plutôt que d'aller scale et se faire chier. Même si on s'est quand même fait chier avec du RH et des gens, ce qui a été peut-être l'enjeu le plus
compliqué de ma carrière professionnelle pour l'instant. Voilà. Donc, comment, enfin, la deuxième forme de réponse de ça, c'est quoi? C'est qu'en fait, je sais pas comment bien le dire, mais je vais dire comme ça sort. En fait, initialement, c'est ce qu'on devait faire. Je me suis retrouvé très vite meilleur que mon associé en moins de 4 mois sur l'email. Donc, du coup, lui, il a pris logiquement la part de dire bon, ben, fonce sur l'email. Moi, je vais faire autre chose. Et petit à petit, ce qui ramenait, en fait, il était très dépendant de ce que je faisais ou comment je le faisais. Et donc, bah, petit à petit, il m'a forcé, malgré lui, à à rajouter des cordes, en fait. Et donc, du coup, très vite, je me suis un peu noyé sous le fait que j'étais indispensable dans la boîte, ce qui m'a créé un vrai problème, ce qui n'était pas un problème de délégation, qui était plutôt un problème où mon associé avait du mal à assumer les deals qu'il faisait et que je devais toujours revenir derrière. Et donc, bah, en fait, ce qui a vraiment créé réellement le sujet, c'est que mon associé, bah, à chaque fois qu'il essayait de faire quelque chose, il avait besoin de moi, donc je venais. Et ça a été compliqué, si tu veux, à un moment donné, de faire un one-way, enfin une direction sur un sujet particulier, puisque bah, il y avait une question de place dans la société où c'était délicat. Voilà. Moi, en attendant, je le faisais sur l'email, ce qui a fait que bah, ça marchait bien. Mais en complémentarité, il avait des besoins derrière, parce que c'était quelqu'un qui avait un profil très délégatif. Donc, c'est pas quelqu'un qui était dans la production, là où moi, j'étais plus participatif. Donc, j'étais beaucoup plus dans la prod, avec les gens, les salariés, etc. Et donc, bah, forcément, j'ai dû pallier en fait certaines faiblesses. Et voilà. Ce qui, dit comme ça maintenant, amène forcément des problèmes des années plus tard, qui ne vont pas louper, bien sûr, on parlera probablement après, et qui ont fait que la boîte, on l'a arrêtée, etc. Mais en fait, c'était pas une volonté réfléchie de se dire on va se diversifier à fond, machin, etc. Par contre, cette diversification permettait d'assurer notre pérennité. Ce qui fait que la boîte a vécu, je sais pas, la plus belle boîte, elle datait de 2009, 2007, et elle a vécu jusqu'en 2021 ou 2022. Quoi. Voilà. Donc, voilà. Ok, sympa. Bah oui, je pense que tu peux, la transition est trouvée, tu peux parler de la structure en question, et puis aussi l'âge d'or de cette structure, et puis la fermeture derrière, les problématiques que tu as pu trouver. Ouais, alors l'âge d'or, enfin, qu'est-ce que tu veux comme. Parce qu'on faisait. Enfin, tu vois, on avait une régie d'affiliation, on avait de l'emailing, on faisait de la pub pour des clients, on les faisait pour nous. Alors, Enfin, juste peut-être réexpliquer ce que c'est une régie d'affiliation déjà. la régie d'affiliation, c'est une société qui met en relation des annonceurs et des éditeurs. En anglais, on dit advertiser et publisher. C'est-à-dire que quelqu'un a une offre, tu fais confiance à un tiers de confiance qui est une plateforme d'affiliation pour la relayer auprès des gens qui ont du trafic. Parce que toi, tu ne sais pas qu'il y a du trafic sur ton offre. Exemple, je suis un site de pêche, je m'appelle pêche.fr, je veux vendre beaucoup plus d'articles de pêche, mais je ne sais pas comment trouver du trafic. Je vais voir des plateformes d'affiliation. Eux, ils te disent, bah, nous, on a un réseau de sites, de machins, de trucs, t'inquiète. Ils mettent ton offre en place chez eux. Et eux, ils s'occupent de la gestion du trafic, c'est-à-dire ils vont appeler des gens comme nous, en email, en bannière publicitaire, etc., pour dire, bah, mettez ça sur vos sites web, mettez ça dans vos emails, mettez ça sur les trucs mobiles, enfin un peu partout, et on va vous rémunérer à chaque fois qu'il y a telle ou telle action. Donc, grosso modo, cette action-là était décidée avec l'annonceur. Exemple, le mec de pêche, pêche.fr disait moi, je veux payer 2 euros l'inscription des gens qui viennent chez moi. Très bien. Ben nous, on était rémunérés par exemple 1,50 en tant qu'affilié. Et donc, la plateforme prenait un cut de 50 centimes, par exemple, pour chaque lead. Mais eux, bon, ils avaient rentré le client, ils avaient les commerciaux, tout ça, mais c'est pas eux qui envoyaient le trafic. Voilà. Ce qui crée des problèmes également de trésorerie, puisque bah, il y avait 4 mois de délai de paiement. Entre le chiffre qu'on faisait en janvier, on était payé en mai. Donc, fallait. Voilà. C'est monnaie courante sur les plateformes d'affiliation. Il faut savoir que le BFR qu'on avait créait une sécurité qui était très bien, puisque si tu arrives à passer les 4 premiers mois dans l'affiliation comme ça, en fait, tu as toujours 4 mois de trésor. Donc, en fait, pour te retourner, tu as toujours une capacité de décision qui peut prendre 4 mois. C'est-à-dire, en fait, tu as le mauvais mois que tu as fait, tu vas le payer dans 4 mois. Donc, ça te permet d'agir avec l'argent que tu as avant pour pouvoir faire des bascules si jamais tu as des intentions. Mais là, je ne vais pas forcément parler de gestion d'entreprise ou de finance, mais c'était très intéressant parce que très souvent, ça nous a permis de se dire, ah oui, c'est peut-être là où il faut qu'on aille faire de l'encaissement à 7 jours. Et on a basculé, par exemple, sur des offres de rencontres en ligne ou de voyance. Parce que justement, quand il y a eu des difficultés à certains endroits, on s'est dit, il faut faire entrer du cash vite parce qu'on sait que dans 3 mois, il va y avoir moins de cash. Ce qui nous a permis de créer en fait une diversification dans les délais de paiement entre 7 jours et 4 mois. Voilà. Je ne sais pas si on parle de ça ou pas. Mais... C'est hyper intéressant. Et moi, ça me pousse vers vers une autre question du coup qui est, tu nous as parlé de ces plateformes d'affiliation. Est-ce que c'est ça que tu as utilisé pour prouver aux grands comptes que tu étais
fort, entre guillemets, et donc que tu pouvais bosser pour eux derrière en direct. J'ai cru comprendre que quand ils te font venir en direct. C'est un contrat entre Mhm. toi, ta boîte Mhm. et Meetic, par exemple. Est-ce que c'est ça la stratégie que tu as utilisée, c'est de prouver sur ces trucs-là, ou est-ce qu'il y a d'autres stratégies que tu as utilisées pour rentrer en contact avec eux, leur parler, les pitcher? Enfin, moi, je serais curieux de comprendre ta méthode de démarchage, entre guillemets, et ta méthode ouais, la méthode avec laquelle tu les as signés. Alors moi, je suis très fan de l'organique pour un seul truc, le réseau. Je suis pas fan de l'organique comme aujourd'hui on l'appelle sur l'inbound marketing sur YouTube Co. Par contre, je suis très très fan sur ces sujets de recommandation. Donc, pour te répondre, donc je vais expliquer les deux. Il y a eu les deux. Le premier, c'est en fait, il y a une nuance dans le discours. C'est pas chez telle plateforme, on fait de l'argent avec ce programme-là qui s'avère être votre concurrent. C'était plutôt on travaille avec votre concurrent. Donc, c'est ce qui était vrai, mais à travers un tiers, on évitait juste de dire à travers un tiers, et on pouvait justifier de statistiques et leur dire ben voilà combien on peut générer, voilà ce qu'on a déjà. Et en fait, on l'a pas dit encore, mais j'ai été en affiliation, donc numéro 1 sur le dating sur des plateformes, mais j'étais également numéro 1 sur l'immobilier à l'époque, avec 2 sociétés qui s'appelaient PAP.fr, je crois que ça existe toujours, et LPE, Ouais. le partenaire européen qui a coulé depuis, Feu LPE, qui était très très bien, avec une nana qui s'appelait Sarah Léon, qui, si jamais elle voit, parce que je sais qu'elle est toujours sur Internet, fait du Google Ads et tout, était une nana incroyable, qui était la directrice com là-bas, qui était vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Je crois que maintenant elle s'est mariée, elle s'appelle Sarah Jolie, je crois, un truc comme ça, mais qui était une nana qui était vraiment incroyable parce qu'elle me faisait confiance en fait. Et du coup, elle, à un moment donné, quand elle comprenait ce qu'on faisait, elle a compris que c'était qu'il fallait qu'elle appuie avec nous. Et du coup, ça a été le cas. Donc, tu vois, donc LPE qui était un annonceur, donc un grand compte, on va dire. C'était un grand compte, il faisait quelques millions quand même, quelques dizaines de millions, je crois. Et du coup, on leur a apporté tout un trafic qui était surqualifié pour eux, quoi. Et donc, ben, quand on a travaillé avec LPE, par exemple, on est parti voir PAP.fr et on leur a dit hey. Voilà. Alors, PAP, par exemple, on n'a pas pu travailler avec eux parce qu'eux, ils avaient des contrats d'exclusivité avec une plateforme qui s'appelait Effiliation. C'est une plateforme, Effiliation qui existe toujours, hein, la plateforme. Ils avaient des contrats exclus, donc ils nous refusaient. Puisque, en fait, nous, l'enjeu, c'était de dire si la plateforme savait que l'annonceur travaillait avec nous en direct, ben, il pouvait y avoir des gros problèmes pour nous, pour eux, pour tout le monde. Donc, il y a des gens qui ont joué et des gens qui ne jouaient pas. Donc, des fois, on jouait sur le fait que, en fait, on évitait d'inclure le sujet de l'affiliation, de la régie d'affiliation, parce que ça pouvait nous nuire ou leur nuire à eux. Donc, on bidouillait, on va dire, si tu veux, le discours en disant bon, on fait de la perf. Tu veux de la perf ou pas? Voilà, à la fin, c'était ça. Et puis, ça a toujours été ça, même encore aujourd'hui, dans tous ces. Tu veux gagner de l'argent ou pas, quoi. Voilà. Et c'est un peu cette idée-là. Donc, il y en avait, selon qui tu avais en face, en termes d'interlocuteurs, tu en avais qui étaient très réceptifs, d'autres qui étaient beaucoup moins réceptifs, d'autres qui nous ont dénoncés. C'était OK. Et voilà. Parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est quand tu as le pouvoir comme ça du trafic, les mecs, même s'ils sont pas contents, ils perdent de la renta, quoi. Donc, on avait une forme de mini-pouvoir sur lequel on n'abusait pas, mais si on était en danger, on savait jouer dessus. Voilà. Donc, en gros, tout ça achetait des bonnes relations avec tout le monde, et ça se passait très bien. Et voilà pour te répondre sur le premier point. Donc oui, grâce aux plateformes d'affiliation, en fait, on avait la capacité d'avoir des statistiques et des KPI qu'on pouvait présenter et sur lesquels on pouvait s'assurer des performances. Donc souvent, par exemple, on disait teste 1000 leads, enfin 1000 inscrits, on regarde la qualité et on signe un truc. Très souvent, ça peut être ça. Bon, évidemment, tu nous prépayes les 1000 leads, hein, c'est pas gratuit. Hein. Mais voilà. Et si ça te va, on continue ensemble. Voilà, typiquement. Et c'est pour ça que petit à petit, on a commencé à faire une régie d'affiliation, en fait. La deuxième façon de faire, c'était cold email B2B. On avait des grosses bases. À l'époque, on avait des bases, on travaillait avec des gros groupes comme AdSync Media qui a coulé depuis, qui s'est renommé NFT avec un Y en 2021 et l'action en bourse, elle a fait vrai crypto, le bordel. Hein. Bam. Mais ils avaient déjà des difficultés depuis quelques années. Et eux, ils avaient développé des choses très intéressantes. Ils avaient ils avaient de la très grosse tech. Et eux, ils avaient développé un truc dont on pouvait se servir qui était incroyable. Et j'ai entendu un mec il y a 3 semaines parler de j'ai une idée, ça n'existe pas, machin. C'est un truc qu'on faisait il y a 10 ans. Il développait des plugins. Sur les plugins sur Google Chrome, à l'époque, il y avait, je crois, 4 éditeurs qui permettaient de publier les plugins Chrome, qui les validaient, etc. Et quand c'était en place, ils arrivaient à recouper l'email en MD5, c'est-à-dire en clé encryptée de l'email, pareil, trop technique. Et ils arrivaient à recouper en disant, OK, cet email-là navigue sur cette URL-là. Ce qui fait que d'un coup, on avait une capacité à se dire, je sais pas si, tiens, dans mes bases de données, qui sont les mecs qui cherchent de la literie? J'aime bien donner cet exemple. Tous ceux qui vont, OK, le logiciel, grâce au plugin Chrome, ils savaient où est-ce qu'ils naviguaient, comme Facebook aujourd'hui, en fait. Hein, quand tu as ton pixel, que tu as ton truc ouvert, etc., c'est un peu le même truc.
et où du coup tu te disais super, tiens, je segmente ma base en fait, hein, je veux tous ceux qui sont intéressés sur la literie depuis les 15 derniers jours, tous ceux qui sont allés dans YouPorn/Member Area les 10 derniers jours, comme ça tu sais que c'est des consommateurs, pour donner un peu l'exemple. Et donc à partir de là, on était capable de cibler de manière assez pertinente l'audience qui permettait de faire des gros résultats, des grosses performances. Et là où c'était très intéressant au niveau des plateformes d'affiliation, c'est que pour eux, ils n'ont jamais compris comment on faisait pour avoir d'aussi grosses perfs, parce qu'eux, ils calculent ça au CPM, c'est-à-dire aux 1000 envoyés. Et que par exemple, je vais dire n'importe quoi, mais c'est pour illustrer l'exemple, il y en avait qui envoyaient 500 000 pour faire 1000 balles. Nous, on envoyait 50 000 pour faire 20 000 balles. Et forcément, ils ne comprenaient pas. Donc, on avait des CPM qui étaient toujours en haut des listes, en fait, si tu veux. Eux, quand ils regardaient leur marge, on était toujours les affiliés numéro 1. Je ne sais pas si on l'était vraiment, mais en tout cas, en termes de CPM et tout, on l'était. Et ils ne comprenaient pas. Et tu vois, des groupes comme ça, ils travaillaient avec Le Figaro, ils travaillaient avec plein de clients qui ont fait que ils avaient des besoins en base B2B, donc ils nous donnaient leur base. Après, on capitalisait dessus. Et du coup, là, j'arrive donc pour terminer la question. Désolé pour le petit laïus. Du coup, avec les bases des clients qui nous avaient donné et confié, on pouvait aussi shooter nos propres offres et donc aller chercher d'autres clients. Ok, très, très, très clair. Luc, je prends la parole. J'avais coupé un peu. C'est très clair, c'est aussi un poil technique, on ressent vachement ton expérience. Ma question, c'est un poil hors sujet par rapport au dernier, mais qu'est-ce que tu es venu faire dans le Make Money en ligne, sachant que déjà tes interlocuteurs étaient totalement différents, à tous les niveaux, hein, à tous les niveaux. Sachant que tu avais une grosse expertise, tu avais une grosse autorité. Alors, tu continues encore aujourd'hui à faire la prestation de service, de l'accompagnement, et quel que soit le type de deal d'ailleurs, à des grands comptes. C'est quoi pour toi le B2C aujourd'hui? C'est un kiff? C'est une source de cash flow? C'est une source de cash flow qui prend quand même de l'importance? Pourquoi tu t'es pas dit un jour, en fait, je vais faire que du B2B, je vais matraquer ça et je vais juste me focus et éliminer toutes les autres distractions? Juste pour information, peut-être tu peux expliquer ce que tu fais aujourd'hui dans le B2C? Alors, écoute, je crois pas faire de B2C. Alors, c'est-à-dire, ce que j'appelle le B2C, c'est le B2B, mais pour tout petit compte, si tu préfères. ouais, je vais revenir sur l'histoire de l'affiliation. Aujourd'hui, je continue à faire de la rencontre en ligne. Fondamentalement, c'est des particuliers. C'est des particuliers, mais qui s'inscrivent, mais mes clients sont des B2B. Donc, si on reste là-dessus, qu'est-ce que je fais dans le Make Money en ligne? Comment je suis tombé dedans? En 2017, j'ai créé un site qui s'appelait Web Revenu. J'ai vu que en mettant 10 balles sur Meta Ads, Facebook Ads, tu faisais 100 balles. J'ai compris qu'avec une formation, tu pouvais livrer un produit 1000 fois. J'avais compris avant, mais tu vois l'idée. Et je voyais que ça marchait assez facilement par rapport à tout ce qu'on faisait. Donc en fait, c'était banger. Et je voyais que nos clients s'intéressaient à Facebook. À l'époque, tu peux toujours mettre des bases mail. Donc, du coup, je suis tombé un peu là-dedans, pour faire du lookalike. Donc en gros, tu mets tes bases mail, ça permet de cibler, d'alimenter ton pixel et de dire, ah oui, je peux chercher des gens similaires à ceux qui sont dans ma base de données, etc. Et je faisais ça avec avec tout ce qu'on avait en fait. Hein. En fait, on rajoutait des choses. Et ce qui m'a fait tomber dans le Make Money, c'est que je me suis dit, c'est l'avenir. Je voyais, à l'époque, je suivais Jean Rivière. Je voyais que c'était l'avenir. C'est-à-dire, je m'explique, je voyais des gens popper. À l'époque, tu avais Théophile Hélier, machin, qui commençaient à popper. Et je me disais, ça, c'est pas très bien. Les mecs font promesses en ligne, promesses de machin, promesses de trucs et tout. Par contre, je pense que c'est l'avenir. Dans le sens où, aujourd'hui, les gens, pour avoir du trafic, ils ont juste à faire des vidéos. Enfin, aujourd'hui, à l'époque déjà, il y a 10 ans, même 15 ans, enfin 13 ans, les gens disaient, ils ne se rendaient pas compte du pouvoir de YouTube. Moi, je ne fais pas partie de cette génération où il suffit de faire des vidéos, des machins. Moi, c'est pas un process sur lequel je suis à l'aise de prendre mon smartphone et dire blablabla, tu vois, je sais pas faire. Je suis moins à l'aise en tout cas que les gens. Et je me suis dit, si je vais aller toucher des influenceurs qui vont faire du pognon, donc des B2B, définis si c'est un B2B ou un B2C à ce moment-là d'ailleurs, c'est un peu des deux finalement. Je me suis dit, il faut que j'y aille, il faut que je tape. Donc, je suis arrivé, j'ai sorti des formations, donc Web de Fou. J'ai fait des podcasts, j'ai fait de la pub. Et après, j'ai rencontré, aujourd'hui, je connais des gros youtubeurs, je connais plein de personnes, etc. Voilà. Puisque, en fait, très vite, c'est un microcosme, hein, le Make Money. C'est-à-dire que quand tu apparais, tout le monde te connaît un peu. Il faut juste que tu aies un discours qui soit bon et cohérent. Donc, le vrai sujet, c'est de pas faire de la merde. C'est avoir des vrais trucs qui fonctionnent. Pas forcément en termes de formation, mais en termes de discours, c'est-à-dire d'expérience. Voilà. Et je voyais que tout le monde racontait de la merde. Voilà, tout le monde vendait leurs trucs, mais personne n'avait d'expérience, hein, les infopreneurs. Personne
racontait des trucs pertinents. Mais vraiment personne. À part Jean Rivière, à la limite un peu, tu avais Sébastien Tissier, à l'époque, qui est un des premiers à m'avoir fait confiance au nom de Web de Fou. Il m'a dit, vas-y, viens parler de l'email chez moi. Il avait fait un séminaire à l'époque. Et c'était le premier à m'avoir fait confiance là-dessus. Après, j'ai bombardé en pub. Les gens commençaient à me connaître gentiment, mais je me suis dit, bon, bah voilà. Et petit à petit, j'ai capitalisé là-dessus parce que, bah ouais, tu n'attires pas finalement des B2C. On va dire, en marketing, on dit que c'est une pyramide. Le bas, c'est les B2C, on va dire simple. Le haut, c'est, si tu veux, les États, machin, etc. Mais en fait, pour monter dans la pyramide, il faut forcément que tu t'adosses sur quelque chose. Et du coup, de vendre des formations, le sujet, c'était pas de vendre des formations. De vendre des formations, le sujet, c'était que ça parle et qu'en parlant, je rencontre, pour le coup, des B2B. Ce qui a très bien marché. Et je peux aller un peu plus loin derrière en disant, c'est ce qui a fait que je suis arrivé en crypto derrière, parce que les mecs me connaissaient au nom de Web de Fou, ils m'ont demandé des choses. Je les ai aidés en marketing, j'ai fait de l'argent en crypto également derrière, ou en tant que advisor, conseiller, et où petit à petit, voilà, et je crois que c'est même comme ça que je t'ai rencontré, Luc, à l'époque, où tu es venu m'envoyer un WhatsApp en me disant, hey, j'ai quelque chose, j'ai un machin, ça t'intéresse, est-ce que tu as une dispo, je me rappelle plus exactement, mais et voilà, typiquement. C'est typiquement ce genre de choses qui font qu'après, tu as des gens qui t'envoient des messages, etc. Et j'ai toujours mis à cœur dans ma stratégie le fait de mettre mon WhatsApp pour cette volonté-là. Là où les gens disaient, ah non, et pour moi, c'était un filtre naturel, parce que les gens qui ne mettaient pas leur WhatsApp, etc., c'était souvent des gens qui ne voulaient pas être emmerdés. Là où moi, c'était l'inverse. Je préférais être emmerdé parce que j'allais parler avec des gens, et juste avec des vocaux, je savais que j'allais ce qu'aujourd'hui on dit nocturer, je savais que j'allais leur proposer de la valeur gratuite et qu'ils seraient très contents, et que pour ça, ça véhiculerait une bonne image. Et donc forcément, voilà. Et donc je suis monté, j'ai rencontré des gros youtubeurs, j'ai des grosses agences, voilà. C'est une autre façon d'aller chercher des clients B2B. Mais pourquoi tu t'as jamais voulu te focus, te concentrer sur une seule activité et essayer vraiment de la développer? Pourquoi? Quelle était l'email, si tu veux, j'ai développé l'email, fondamentalement. Je me suis concentré des années sur l'email. C'est sûr que ça occupait pas 100% de mes journées et de mon esprit, mais ça occupait 70%, tu vois. Donc après, voilà, si tu travailles, je sais pas, 16 heures par jour, j'ai charbonné quand même pas mal, les week-ends et tout, j'étais quand même focus sur l'email. Pourquoi est-ce que... j'entends le fond de ta question, c'est pourquoi tu as autant d'activités, pourquoi tu fais autant de trucs, pourquoi tu n'es pas focus, pourquoi autant de bordel en fait? Tout simplement parce que je suis quelqu'un où j'aime bien m'intéresser aux choses, j'aime bien résoudre les problèmes des clients, et quand tu es un entrepreneur, tu n'as pas qu'un problème. Et donc très vite, j'ai compris que c'était intéressant. Un entrepreneur avait beaucoup de besoins. Tu vois, aujourd'hui, je ne parle même pas des activités de fiscalité, de création de structure, etc. Mais c'est la même chose. C'est pas compliqué à partir du moment où tu as les bons partenaires, à partir du moment où tu sous-traites aux bonnes personnes, à partir du moment où tu as des partenaires de confiance sur la durée, sur le temps, des années, etc. J'ai des partenaires fiscaux avec qui je travaille depuis 10 ans. C'est fondamentalement ultra important d'avoir des offres diversifiées quand tu parles à des entrepreneurs. Ce que je vais appeler donc B2B. Alors B2B, c'est large, B2B corpo, B2B grand compte, B2B pour des indépendants. Voilà, j'englobe tout quand je dis ça. Et donc les besoins, ils sont différents. Je vais donner l'exemple tout bête. Je fais de la crypto, les mecs font de l'argent, ok, bravo, tout ça et tout, on se paye tous, très bien. Ah ouais, mais je fais comment pour sortir l'argent? Tout en PLS, ok, je vais gérer. Moyennant un fils, parce que je sortais l'argent en crypto, c'était compliqué à l'époque. Et il suffisait pas de faire un virement sur ton compte bancaire. Et du coup, je me suis mis à appeler 200 banques en cold call. Typiquement un exemple global de l'asset en cold call. Je dis ok, let's go. J'ai compris leurs contraintes, j'ai compris leurs problématiques. Et là, j'ai vu deux opportunités. La première, résoudre la problématique des banques. La deuxième, résoudre la problématique de mes compères / clients. Et voilà. Et donc du coup, tu crées, tu crées le mouvement si tu veux. Ensuite, tu rencontres des gens, tu appelles des avocats, des machins, tu peux faire tout le truc, tu fais les contrats, les trucs, les machins. Et voilà. Et tu peux créer une offre pour aider les gens. Et puis une fois que ces gens sont sortis de la crypto, c'est-à-dire qu'ils ont leur cash, ils se disent super, mais je fais quoi de mon cash? Et là, on repart. Ok, attends, il faut des investissements. Allez, cold call DM, LinkedIn, tout ça. Allez, on va appeler des family office, ils ont quoi comme investissement? On va appeler des fonds d'investissement, des hedge funds, ok, nan. Puis une fois qu'ils ont fait de l'argent sur 1 an, 2 ans, ils me disent putain, ouais, c'est bien. Alors, je fais pas du conseil d'investissement, hein. Attention, je fais de l'analyse sur les projets, d'analyse de projets. Mais voilà, je donne mon avis dessus en tout cas. Ils sont prêts à me payer pour avoir des analyses de projets. Donc, je rentre des projets, ils me payent des analyses. Du coup, je leur propose des trucs, ils gagnent de l'argent et après, ils me disent putain, il faut qu'on investisse plus. Et moi, je ne peux pas rentrer plus, puisqu'en gros, sur 10 offres, j'en sélectionne qu'une, parce que 9 sur 10 sont des offres pourries. Passons les détails. Et du coup, ils me disent pourquoi tu ne fais pas ton projet? Allez, on rengaine, super, je vais faire de la promotion immobilière. Allez, on y va, machin, etc. Voilà. C'est pour te donner un peu l'état d'esprit. Voilà, c'est l'état d'esprit. Et c'est une histoire vraie, c'est concrètement le process. Mais
Voilà, et petit à petit, ben ouais, et les gens te font confiance. Je connais plus le patrimoine de mes clients que leur propre femme. Et ça, c'est une phrase que j'aime bien dire parce que on me l'a dit très souvent, cette phrase-là. Ah, tu sais, tu connais plus le patrimoine, mon patrimoine que ma propre femme. Voilà, parce que les gens font confiance, je leur trouve des solutions, etc. Maintenant, l'investissement, c'est dangereux, c'est sûr qu'il ne faut pas merder. Donc moi, je dis toujours et à chaque fois que peut-être là, il va perdre son pognon, peut-être que machin, je ne suis pas là pour vendre l'offre d'investissement, je ne suis pas apporteur d'affaires d'investissement, sinon j'ai un conflit d'intérêt. Je suis là pour donner la meilleure analyse et le meilleur avis, le meilleur conseil que moi j'estime, sans avoir forcément d'impact sur leur décision. Enfin, forcément, mais je veux dire, j'ai forcément une influence sur leur décision, mais ils font leur choix, quoi. En fait, moi, Ouais, vas-y. pardon, excuse-moi. De ce que je comprends, tu as mélangé une sorte de fil conducteur et d'opportunisme. Enfin, la manière dont tu le dis, et tu me dis si je me trompe ou si je l'analyse mal, mais j'ai l'impression que ce que tu as fait, ta stratégie, ça a été de se dire, OK, j'ai masteré un truc, ou en tout cas, j'ai des bons résultats sur ce truc-là, ça m'ouvre telle porte, ça m'ouvre telle porte, ça m'ouvre telle porte. Mais tu es d'accord avec moi, tu n'avais pas au départ, si je me replace il y a, du coup, tu m'as dit 2009, donc on va dire, ça va bientôt faire 17 Ouais, ans, 15 ans, 15 ans. 15 ans. Ouais. Et tu t'es pas dit, tiens, à la fin, je ferai de l'investissement, c'est ça que je veux atteindre. En fait, tu as rebondi de truc en truc de manière on va dire pas de projet, mais de source de monétisation en source de monétisation jusqu'à atteindre un panel assez large qui te permet de rebondir et du coup d'utiliser tout ce que tu as su faire avant, mais de l'appliquer à chaque fois à des niches différentes. C'est un peu ça ta stratégie, si je résume correctement? Ouais, on me l'a jamais dit comme ça, mais c'est l'idée. C'est l'idée. Et en gardant quand même, il y a un point qui est très important, qui est maître de tout, c'est de satisfaire le besoin des clients et de les aider enfin, qu'ils soient contents et satisfaits. Puisqu'un client qui revient, il reviendra pour la confiance. Il ne revient pas forcément pour une offre. Parce que très vite, la limite, en fait, c'est que s'il revient pour une offre, ben, normalement, si tu as bien fait ton job, il n'a plus besoin de l'offre, théoriquement. Ou alors, il a besoin de toi pour un autre sujet, etc. Et donc, le fait d'avoir un panel de services, et ça, c'est de l'affiliation, le maître conducteur est aussi l'affiliation, puisque quand tu as une base de données et que tu envoies une offre, très bien, et une fois que tu as rincé l'offre, tu fais quoi? Bah, tu proposes une autre offre qui est peut-être différente. Tu vois. Et donc, bah, moi, mon cerveau a été façonné comme ça dans le business. Donc, si tu veux, c'est pas l'idée de dire il faut 50 offres, mais si tu as 50 offres, le pognon, il est plus rapide aussi. Après, il faut pas faire n'importe quoi, faut pas être. Voilà, je dis pas qu'il faut faire 50 offres, on est bien d'accord. Mais si moi, j'ai à cœur, j'aime mes clients, et s'ils me font confiance, je leur rends x10. Et s'il faut, je vais faire le job. Tu vois. Je passe les 200 calls, machin. Mais je. Ouais. Ah non, non, je remue la tête en disant que j'étais d'accord avec toi. Mais Ouais, voilà, bah, la satisfaction client, ça prime puisque le mec revient, il te refait confiance, etc. Alors, l'enjeu, le contre-indicateur de ça, c'est quoi? C'est que si tu as une certaine aura, il y a des gens qui veulent bosser avec toi, tu vas les prendre parce que bah, humainement, tu as envie de les prendre, tu as envie de les aider, etc. Mais qui ne sont pas forcément câblés ou qui n'ont pas forcément la volonté d'y arriver parce qu'ils sont bloqués. Et donc, ce que j'ai découvert en étant dans le Make Money, c'était la question de Luc, c'est qu'à l'époque, pour moi, c'était pas. Enfin, aujourd'hui, ça paraît logique ce que je vais dire, mais pour moi, ça l'était pas. C'est que ben en fait, des solopreneurs sont souvent très assimilés au niveau mindset à leurs salariés, à des salariés. C'est-à-dire que faire des moves ou faire des choix, il y a des gens, ils sont très réfractaires. Ils vont mettre tout leur cœur et tout leur tête pour éviter de faire certaines choses en essayant de te dire que tu as fait de la merde. Et ça, c'est ce que j'ai découvert dans le Make Money, c'est que tu as beaucoup de gens qui sont solopreneurs, souvent des jeunes. Alors, c'est pas forcément une question d'âge, c'est peut être des gens de 40 ans aussi, mais des gens qui se baignent là-dedans, qui sont matraxés par Internet, machin et tout. Ils pensent qu'il suffit de claquer des doigts, qu'il suffit de faire machin. Très souvent matrixés par de l'organique, il faut faire des vidéos, du contenu, des machins, ce que je vais vraiment assimiler à des infopreneurs. Et je me suis rendu compte que eux généraient énormément d'insatisfaction. Et mon plus mauvais taux d'insatisfaction sont sur ces gens-là. Parce que pour moi, ils sont pas câblés. Alors, c'est pas un jugement, c'est une analyse, on va dire, un constat que j'ai pu faire qui est peut-être faussé. C'est ils sont trop dans la facilité et pas dans l'entreprise de leur projet. Ah, je vais faire 3 contenus vidéo, 4 machins, 4 trucs, je vais faire un tunnel. Alors que, bah oui, mais demain, t'es mort si tu fais ça. Enfin, il te faut un truc, il te faut une suite, il te faut une logique, il te faut une stratégie, il te faut, voilà. Et au début, les gens, ils ont peur, ils se sentent noyés, ils sont pas sûrs. Peut-être qu'ils ont fait un truc qui marche et pivoter, ça va être oulala compliqué. Alors que nous, le pivot, c'est quelque chose de très rapide. Hein. C'était agile, etc., même pour les sociétés. Hein. Et donc, il y a une nouvelle catégorie pour ça je dis, est-ce que c'est des B2B, ces gens-là, oui et non.
il y a une nouvelle catégorie qui a émergé, et je vais donner cette stat. En 2015, il y avait 2 millions d'indépendants. En 2024, je crois qu'ils étaient 4,5 millions. Donc fondamentalement, ça va faire que évoluer. Donc le marché augmente aussi. Et donc, pour répondre à la question de Luc en complémentarité de tout à l'heure, pourquoi est-ce que je me suis aussi lancé? C'est parce que je sais que en fait, le marché va se scinder en ceux qui font des formations pour apprendre à créer du contenu, les rôles entre B2B, on va dire corpo, etc., agences un peu plus sérieuses, etc., et des gens du milieu qui vont faire entre 30 et 300 cas par mois, qui vont être de plus en plus nombreux avec les outils d'Internet. Et donc, te positionner sur des trucs comme ça, c'est te positionner en fait juste en amont du tremplin pour être capable d'avoir des gens qui te fassent confiance sur 10 à 15 ans. Donc, mon move est une stratégie de fidélisation plus que de monétisation. Ma théorie par rapport à ce que tu viens de dire sur les solopreneurs, c'est que les solopreneurs, je pense même pas qu'ils se voient comme une entreprise, puisqu'en fait, il y a énormément d'affects. Pour eux, c'est eux l'entreprise, et tout ce qu'ils vendent, c'est eux. C'est leur apprentissage, c'est leurs échecs, c'est leur parcours, c'est leur cerveau. Et donc, en fait, ils se vendent eux-mêmes. Et donc, je pense qu'aller leur demander de faire des moves d'entreprise ou de pivoter comme une entreprise pourrait le faire, où il y a beaucoup moins d'affects, beaucoup moins de ah oui, mais non, c'est pas moi, ah oui, mais non, si. Bah, c'est extrêmement compliqué parce qu'en effet, c'est pas eux. Et donc, à partir du moment où on leur demande de pivoter comme pourrait faire une entreprise, bah, en fait, ça vient détruire l'entièreté de qui ils sont, de ce qu'ils ont construit, du message et finalement de toutes les personnes qu'ils ont suivies pour qui ils sont et pas forcément pour ce qu'ils faisaient initialement. Oui, mais là où les gens n'ont pas conscience, c'est cette notion d'affiliation que je donnais avant, c'est que c'est exactement sur ce que tu dis sur la fin, c'est les gens ne ont pas suivi les gens pour ça, parce qu'en fait, les solopreneurs croient que les gens les suivent pour un produit alors qu'ils les suivent pour une personnalité. Et en fait, l'erreur pour moi dans cette logique que tu dépeins de ces gens-là, c'est que tu peux changer de truc, les gens te suivront. Alors, ok, tu vas perdre une partie, mais beaucoup de gens sont là pour suivre qui tu es et comment tu fonctionnes. Oui. C'est pas forcément le produit. Et ça, je sais que c'est Mais un chemin. le produit reflète quand même vachement la personne que tu es à un instant T. Et donc changer, c'est vraiment, c'est presque un changement on demande presque un changement psychologique à la personne, un changement d'individualité. Ce qui fait que c'est assez complexe. Oui, bah, pour moi, ça s'appelle un tri naturel. Donc, c'est-à-dire que les meilleurs restent, on va dire, grosso modo. Mais je parle de l'audience, hein, pas des entrepreneurs. Après, ceux qui restent bloqués là-dessus, en général, c'est ceux qui font pas beaucoup de pognon. Parce que ils sont bloqués, en fait, et ils sont dans un cercle. C'est une autre roue du hamster, si tu veux, où ils essayaient de plaire à une audience, et puis tout ce qui vient derrière. Hein, je crois que tu avais reçu Emilio Abril sur ta chaîne. Où, à un moment donné, j'ai eu beaucoup de discussions avec Emilio, qui est un ami. Où fatalement il allait en arriver là où il en est aujourd'hui, obligatoirement. C'est qu'une question de temps, en fait. Et donc, en attendant, tu perds du temps. Ok, tu peux faire de l'argent, tu peux faire des trucs et tout, mais tu perds quand même beaucoup de temps. Et pour moi, en fait, si tu veux, Internet, c'est pas un business, c'est un levier. Et il faut se servir de ces leviers-là pour aller développer ce que tu as envie de développer et ce qui te correspond. Tu vois, c'est la question d'Alex ou de toi, je sais plus, pourquoi tu n'as pas développé à fond, parce que ça ne fait pas partie de ma personnalité d'aller, par exemple, m'enfermer dans une offre financière en disant je vais faire que ça et tout, ça ne m'intéresse pas. Je vais me faire chier. Au bout de 6 mois, je vais pas dire j'aurais fait le tour, mais au bout d'aller 3 ans, pour faire simple, je vais me dire ouais, voilà, si j'ai pas de stimuli, si j'ai pas envie de faire autre chose, si je peux pas proposer des trucs, si je peux pas créer une relation long terme en soutenant le besoin d'un client et de le résoudre, ça va pas m'intéresser parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe si tu développes un truc à fond? En fait, tu te fais chier à la fin avec du RH. Et c'est pour ça que je te dis que c'est ce que j'ai fait. Parce qu'à la fin, tu te fais plus chier avec les clients. Or, moi, j'aime bien me faire chier avec les clients plutôt qu'avec du RH. Et je vais aller plus loin que ça. Le fait que je sois bon en clientèle et fidélisation fait que je suis très mauvais manager. Et ça, je l'ai compris il y a pas si longtemps, il y a 2-3 ans. C'est que vu que je fais très attention à ce que le client soit satisfait, qu'il soit content et tout, imagine, je peux pas être contre-indiqué, je peux pas contre-indiquer ça pour des salariés. Donc c'est pour ça que j'ai un management participatif, que je suis avec les gens et tout machin. Mais quand tu es manager, ça te détruit ta boîte presque. Alors j'exagère un peu, mais ça peut te nuire. Voilà. Les mecs abusent un peu de toi, machin, etc. Donc il y a un moment donné où j'ai réalisé, en 2017-2018, que c'était trop en fait, que je pouvais pas être. Je suis très mauvais manager, mais bon fidélisateur en B2B clientèle. Et les deux, je pense qu'ils ne sont pas compatibles. Je pense. Dans qui tu es, en tout cas. Je pense que c'est impossible. Tu peux pas être très bon manager et très bon gestion clientèle, appelle ça comme tu veux. Voilà. Et je pense que c'est pas possible. Humainement, c'est pas possible. C'est très personnel, hein, très subjectif. Hein. Probablement tort, mais c'est mon avis en tout cas. Voilà. Moi, je suis assez d'accord avec toi sur le point et moi, j'ai vécu ça et je me suis entouré. Enfin, paradoxalement, j'ai délégué le management, si tu veux. Ouais. Je sais pas si le concept est extrêmement clair, mais en fait, je suis arrivé à un point où j'ai
j'ai pris un DG, si tu veux, qui gère l'ensemble des tâches de management et de RH et de team. Et, et paradoxalement, ouais, je suis entre autres, hein, évidemment pas seul, mais une façade client de l'idéation j'ai gardé la gestion financière parce que je suis à l'aise avec, mais sinon tout le reste, tout le reste, j'ai délégué la délégation, quoi. Bah, Parce que, bravo. parce que sinon ça devenait un problème en effet. Ouais. Et j'étais pas hyper bon. Soit les mecs, j'étais trop hardcore sur les trucs, soit les mecs, j'étais trop cool. Enfin, tu vois, il y avait des extrêmes qui commençaient à plus matcher. Je vois bien. Voilà. Je vois bien. Mais c'est ça, c'est le vrai enjeu, ça, hein, ce truc que tu dis. Hein. Moi, j'ai loupé le coche du DRH à l'époque. J'ai vraiment loupé le coche. On devait recruter un DRH et je l'ai pas fait. Enfin, on l'a pas fait. Et je pense que ça nuit beaucoup, beaucoup à des développements qu'on aurait pu faire. Ce que j'ai compris avec le temps, c'est que je vais faire une auto-analyse de mes erreurs là-dessus. Elle est assez simple, c'est il faut des gens qui gèrent des gens. Voilà. En tout cas, selon le profil que tu as, donc ce que tu dis. Et surtout, je pense que maintenant, c'est ce que je fais attention de ne plus faire cette erreur. C'est que si j'avais indexé tout ça sur une courbe, aujourd'hui, alors une courbe, ça veut dire quoi? Un fonds, un token, appelle ça comme tu veux. Si j'avais indexé mes réussites sur des courbes, je pense que je serais valorisé très très cher aujourd'hui, chose que je n'ai pas faite. Donc tout ça a eu un prix, je n'ai pas capitalisé suffisamment sur les développements de l'argent qu'on a fait faire, qu'on a fait, etc., pour les regrouper sous une bannière, pour pouvoir potentiellement revendre des boîtes ou des choses comme ça. Je n'ai d'ailleurs jamais revendu de boîte, enfin moi, à mon nom en tout cas. J'ai vendu des produits, mais j'ai coulé, tu vois, ma régie d'affiliation, elle faisait 3 millions de chiffre d'affaires, 1 million de marge par an. Elle était valo à 10 millions, mais à la fin, on est parti avec 60 000 balles de dette. Parce que à cause de ce process que j'explique, qui est du coup une force que j'ai expliqué auparavant, mais qui là, dans cet exemple, est un gros désavantage. Parce que j'aurais pu, avec mon associé, partir avec des beaux billets, qu'on n'a pas fait, parce qu'on est un peu trop justement dans ce truc de multi-offre, multi-machin, etc. Et donc, on a dû choisir, cut des choses, et on a clairement cut une régie d'affiliation qui a commencé à nous amener doucement vers une pente descendante, parce que le Covid est arrivé au milieu sur la régie d'affiliation. Donc il y a eu beaucoup de baisse de budget, etc. Et mon associé voulait développer. Je n'étais pas forcément d'accord sur l'option de développement. Et finalement, l'option de développement n'a pas fonctionné. Et à la fin, la régie a coulé. Alors qu'en fait, à ce moment-là, on aurait pu revendre, etc. Mais c'était compliqué parce qu'on n'avait pas justement structuré ces sujets comme il fallait. Parce que tout ça, je pense, si on lit entre les lignes, oui, il y avait un manque clair de structuration dans la valorisation, etc. En fait, on sait très bien faire de la marge, on sait très bien faire de l'argent, mais des structurations qui permettent de valoriser, c'était quand même très différent. Et donc, encore une fois, on pouvait avoir beaucoup de compétences, il nous manquait peut-être des compétences essentielles. Et donc, avec le temps maintenant, j'ai redimensionné des choses. Donc aujourd'hui, j'ai 19 associés. Donc moi, j'ai pas des DG, j'ai des associés qui sont répartis par BU. Donc, vois ça comme une grosse entreprise où il y a des sous-entreprises gérées par des associés partenaires, et où en fonction d'où rentre le client ou en fonction du besoin, je peux redispatcher à tel ou tel associé. Ok, tu as besoin d'acquisition, tu as besoin de conseils, tu as besoin d'email, tu as besoin de ce que tu veux, de fiscalité, tu as besoin de création de structure. Voilà. Et j'ai toujours un associé qui peut gérer un truc comme ça. Voilà. Ce qui du coup est une meilleure structuration pour moi, puisque j'ai plus de management toxique vis-à-vis des salariés et vis-à-vis de moi. Et au contraire, j'ai des associés qui sont responsables. Et parce que tout ça, c'est un sujet de responsabilité, quoi qu'on en dise. C'est juste de la responsabilité. Est-ce que les gens prennent la responsabilité ou non? Pour moi, c'est le seul sujet. Tant salarié que prestataire, partenaire, mais le statut que tu veux derrière, est-ce que les gens prennent la responsabilité? Et les clients, c'est pareil. Prennent-ils la responsabilité? On en parlait en off sur de l'investissement auparavant. Voilà. Est-ce que les gens prennent la responsabilité? Et aujourd'hui, j'ai l'impression que de plus j'avance, et je pense avoir 15 ans de recul, 17 ans de recul, même un peu plus, quasiment 20 ans de recul sur l'argent en ligne, je vois quand même depuis le Covid une baisse de responsabilité des gens, quoi qu'il arrive. C'est de pire en pire, les gens s'en foutent de plus en plus, ils vont pas jusqu'au bout, ils arrêtent, ils s'en foutent, il y a un peu moins de respect sur les engagements. Et ce qui me conforte encore plus sur le fait de vouloir aller absolument en B2B encore plus, parce que là-bas, il y a un peu plus de respect en fait. Quand je dis vraiment respect, qu'on soit bien clair, c'est respect des deadlines, respect des deals, respect des contrats, enfin bref, quand tu as un deal avec un gars, c'est pas qu'une question de contrat, c'est tu serres la main, oui ou non, quoi.
et on casse pas, on met pas un coup de couteau, quoi. Voilà. Et ça, c'est peut-être un enjeu que j'avais pas avant, que j'ai de plus en plus au fil des années, avec le temps, qu'avant je l'avais pas. Voilà. Et donc, pour terminer, pardon, indexer les réussites sur des courbes, c'est clairement, sûrement mon prochain enjeu, enfin mon enjeu actuel et mon prochain enjeu des 5-10 prochaines années. Avant d'arriver sur les idées de business, produits, services qu'on peut proposer justement à des gros comptes, à des grosses boîtes, est-ce que tu peux rapidement expliquer ce que tu appelles se structurer pour se valoriser et d'ailleurs pour se revendre? Qu'est-ce qui manquait concrètement à ta boîte à l'époque? Bah, je vais prendre l'exemple de l'email, hein. Sur l'email, on faisait des partenariats avec des boîtes, donc pour avoir leur base email. Bah, ça, c'est très difficile à vendre, à être valorisé, c'est très difficilement valorisable parce que même si tu as des contrats, bah, dans les contrats, le mec peut se barrer du jour au lendemain. Et c'est pas une question de les loquer pendant 1 an, tu vois. En mode ah non, le contrat il a 1 an, t'as cette reconduction comme une agence classique. C'est qu'en fait, le mec, le jour où il décide, contrat ou non, de stopper, il stoppe. Et donc, t'as pas de sécurisation d'assets. Donc, quand quelqu'un veut racheter, bah, tu peux pas. Voilà. Donc, et le capital des bases mail, par exemple, que tu as, c'est pas les tiennes. Donc, ton capital, il est un peu faussé, si tu veux. C'est-à-dire, bah, c'est tes bases, tu peux avoir 50 millions de bases de mail, c'est pas les tiennes. Donc, la valorisation, elle tient à pas grand-chose, quoi. Et donc, les mecs, ils sont pas très chauds. Donc, qu'est-ce que tu vends finalement? Du service. Et le service, c'est qui? C'est des gens. Bah, donc, si tu vires les équipes, ta boîte, elle fait 0, quoi. Donc, en fait, le risque pour des investisseurs, il est compliqué. Donc, oui, tu as des petits mecs qui peuvent acheter des trucs à 2, 3, 5 M. Ah oui, là, mais pour moi, tu les entubes un peu, tu vois. Enfin, c'est-à-dire que tu sais très bien qu'ils vont aller dans le mur, quoi. Voilà. Et surtout que tu fais des crédits vendeurs en général sur des trucs comme ça, donc tu restes 3 ans. Donc, après, tu deviens un peu, pour dire gentiment, la prostituée du nouvel acheteur pendant X temps. Tu te demandes des obligations, des machins. Ouais, c'est bon, quoi. Donc, oui, pour X millions, est-ce que ça vaut le coup? Bah, peut-être que oui, peut-être que non. Ça dépend les gens, ça dépend plein de sujets. Et ça, on l'a loupé, par exemple. Le fait, tu parlais tout à l'heure de pourquoi vous n'avez pas fait d'agence. La question de fond, entre autres, c'était celle-là. Si on avait fait une agence, on aurait pu revendre l'agence, mais on n'a pas fait d'agence. Il y a énormément de choses où je peux te répondre là-dessus. C'est la régie d'affiliation, je t'ai donné l'exemple. Qu'est-ce qui a fait que ça s'est arrêté? Parce que là, on était en désaccord avec la stratégie de mon associé. Mais en fait, je pense que la réalité, c'est qu'on ne voulait pas forcément aller la revendre non plus. Et donc, tout à fait que notre structuration n'était pas dimensionnée comme une holding qui détenait des BU, ce qui est le cas aujourd'hui, mais plutôt comme une boîte qui faisait du multiservice. Et donc, du coup, ce multiservice, c'était un bordel. Tu as vu déjà, rien que quand je parle, il faut suivre. Donc, imagine tu vois, déjà dans une boîte, imagine le délire, quoi, quand quelqu'un vient racheter, quoi. Voilà. Mais on a déjà eu des touches, hein. Voilà. Et d'ailleurs, on avait prévendu une boîte, la régie d'affiliation, on l'avait prévendu, on avait dit non. Bon, bah, tant pis. C'était notre plus gros fournisseur qui voulait nous racheter. Et voilà. J'ai essayé de racheter mon fournisseur email également. Voilà. Regarde un move financier qui était pas mal et où je me suis pris les pieds dans le tapis. J'ai voulu racheter pour 2 millions d'euros mon fournisseur email. C'était comment s'appelle-t-il? C'était On peut éviter de donner le nom. Ça me va. On peut éviter de donner le nom parce qu'il risque il n'aime pas trop. Voilà. Donc, mais oui, sûrement. Je voulais le racheter pour 2 millions d'euros. Pourquoi? Parce qu'en fait, les coûts qu'on avait chez lui, l'économie qu'on faisait en le rachetant finançait le crédit pour le racheter. Donc, en gros, on le rachetait pour 0. Voilà. Et je la fais très simple. Un peu d'intérêt, un peu de machin, etc. Okay, donc, je vais essayer de la faire rapide et simple pour que tout le monde comprenne. En gros, ça valait 2 millions. Imaginons, on avait 20 000 balles de frais par mois. On est allé, non, on va faire 1 million. 1 million, on est allé 20 000 balles de frais sur 5 ans, ça faisait 1,2 million. Bon, ben, en gros, si on avait 20 000 balles de frais tous les mois, que si on le rachetait, on n'avait plus ces frais-là, et qu'on avait la capacité de faire un crédit à hauteur du montant de le racheter d'1 million, ben, en fait, ça nous coûtait 0, hormis les intérêts du crédit, qu'on remboursait de toute façon avec la marge des clients de la boîte qu'on rachetait. Parce qu'en rachetant une boîte, il y avait aussi de la marge qui était générée, il n'y avait pas que nous. C'est le business. Voilà, donc c'était rentable. En fait, on le rachetait, on mettait 2 millions, mais on gagnait de l'argent tout de suite. Donc le ROI était insane. Voilà. Je te dis le calcul qu'on avait fait à l'époque. Parce que c'est pareil, tu vois, la façon dont on imagine les deals, tu vois, ça, ce que je viens de te dire, sur le papier, les gens vont dire ah ouais, c'est logique, ou je sais pas ce qu'ils diront, peu importe. Mais la réalité, c'est qu'il faut savoir le penser, un truc comme ça. Il faut savoir le voir, l'entrevoir, capter, se dire ok, si on fait un crédit, c'est combien, il faut avoir le bon discours. Et le problème, c'est que notre fournisseur, on s'entendait beaucoup avec lui. Et donc pourquoi ça a capoté? Donc je redis le vrai chiffre, c'était on l'a racheté pour 2 millions. Et il nous a dit, quand il a compris ce qu'on faisait, puisqu'on était transparent, etc., machin, et puis lui, il était un peu vieux, donc il voulait se barrer, machin, ben, il nous a dit, ok, c'est 4 millions, je veux garder 25% de la boîte et être CTO de la boîte. On a dit, bah non. Il dit, bah, je suis pas vendeur. Parce qu'en fait, il a l'impression qu'on se sucrait sur son dos.
qui n'était pas le cas. Mais enfin, voilà. Et donc, tu vois, typiquement, là, on a loupé un move stratégique qui a fait que derrière, je suis parti chez Active Campaign. Je me suis positionné pour le coup en rôle agence chez eux. Je ne parlerai pas de ça, je pense que c'est trop chiant. Mais du coup, tu vois, si notre fournisseur ne voulait pas qu'on le rachète et qu'il nous mettait des prix qui n'étaient plus cohérents, à un moment donné, on allait se fâcher. Donc tout de suite, boum, faut survivre. Faut changer de stratégie fournisseur. Voilà un exemple. Active Campaign étant un logiciel d'envoi d'email pour les personnes qui l'ignorent. Ouais. C'est hyper intéressant. On arrive vers la fin. J'aimerais quand même qu'on fasse un petit chapitre sur l'idéation. Toi, tu es beaucoup là-dedans, tu es un malin, tu arrives à comprendre les besoins des boîtes aujourd'hui, des clients que tu accompagnes. Qu'est-ce que tu vois aujourd'hui en 2025, mi-2025, sur les besoins, les problématiques que peuvent rencontrer ces boîtes et que des personnes qui ont peut-être pas ton niveau de compétence, mais qui sont pas débiles et qui aimeraient se lancer, pourraient leur proposer tout simplement. Tu vois, typiquement, les gens que tu décris, c'est ceux aujourd'hui qu'on aide en consulting B2B, comme moi j'appelle du consulting B2B. C'est ces gens-là qu'on aide. Je vais te donner des exemples. Je vais te donner 2-3 des exemples d'offres. En préambule, je dirais, les gens ont juste peur en général, comme le reste, et ils n'osent pas regarder ailleurs que sur YouTube. Donc en gros, ils sont matrixés dans leur tête et ils ont du mal à décrocher. Et je vais donner des exemples là-dessus. Et pour moi, ça répondra à chaque fois à la question. J'étais avec des mecs qui font des vidéos, des shorts, des reels, des TikTok, machin co là. Ils font du montage pour ça. Et ils vendaient ça, franchement, je ne me rappelle plus, 1000 balles, 1500 balles, peut-être les 30 shorts, un truc comme ça et tout. Et ils étaient là, ouais, on est à 20 clients par mois, c'est compliqué, on y passe du temps, on est machin. Ils étaient 2, ils avaient sous-traité un peu sur du montage, etc. Ils gagnaient leur vie, mais bon, tu vois, ils étaient bloqués. T'as dit des gens pas trop cons. Donc, typiquement, tu vois, les mecs, ok, ils sont. Voilà, ok. C'est là, on parle de personnes qui font plus de 20K par mois avec leur activité. Ouais, tu peux mettre 10K, 20K, tu verras que c'est pareil dans ce que je vais dire. Okay. Mais ouais. Eux, dans l'exemple, ils faisaient 20K. Du coup, je leur ai dit, mais les gars, arrêtez de perdre votre temps. Donc, à qui ils vendaient ça? Ils vendaient ça à des infopreneurs, à des gens qui étaient sur la création de contenu, en fait. Donc, qui sont souvent des très mauvais payeurs, je le dis au passage. 90% des infopreneurs sont quand même des gens qui ont des dettes ou qui ne payent pas. Et du coup, je leur ai dit, les gars, pourquoi vous ne prenez pas vos shorts, vos vidéos, vos machins, et plutôt que de les vendre à des mecs qui sont broke, qui n'ont pas de pognon, vous les vendez à des family office, à du private equity, à des promoteurs immobiliers, qui eux vont te payer beaucoup plus cher. Je vais te donner un exemple. Moi, en tant que promoteur immobilier, je suis prêt à te payer 5-10 000 boules pour que tu me trouves des investisseurs. Il n'y a pas de problème, si tu fais le job. Et plutôt que de me vendre ton truc à 1500 balles, auquel potentiellement je vais dire oui, vends-moi une stratégie complète qui intègre justement ça. Et me le vends pas comme de la vidéo, vends-le-moi comme du business, vends-le-moi comme du ROI, vends-le-moi comme je vais te trouver tes prochains clients en fait. Et parce que forcément, c'est la promesse qui marchera toujours le plus. Et donc, du coup, ils ont commencé à faire ça. Ils ont rentré Alors, eux, ils ont fait de l'agence immobilière de luxe pour vendre des biens de prestige, entre 5 et 15 millions, imaginons. Et du coup, ils pouvaient facturer. Pourquoi ils pouvaient facturer? Parce que quand les mecs prennent une com de 5, alors ça va dépendre, entre 2 et 5% sur le bien, ça les dérange pas de payer 10-15 000 balles pour promouvoir le bien. Et donc là, tu es typiquement sur un exemple de repositionnement qu'on peut avoir en B2B. Et pourquoi cet exemple montre et illustre qu'aujourd'hui, les gens sont juste matrixés. C'est-à-dire, le sujet, il est d'aller prendre l'argent là où il y a de l'argent. C'est pas d'aller prendre l'argent à des gens parce que ton service a l'air d'être de la vidéo, donc je vais voir des gens qui font de la vidéo. Donc ça, c'est ce qui fait que tu restes broke. Si tu vas avoir des gens qui ont du pognon, des financiers, des family office, tu connais beaucoup de family office qui sont sur YouTube? Moi, j'en connais quelques-uns, mais voilà. Ok, qui s'occupe de leur stratégie de positionnement? Non, on préfère aller faire quoi? De l'acquisition auprès d'agences, auprès d'infopreneurs qui vont je sais pas quoi. C'est des raisonnements pourris. C'est ce qui fait que tu es broke. Vraiment, j'insiste, c'est ce qui fait que les mecs sont bloqués. Entre 10 et 50, 100K, appelle ça, peu importe le volume. Et créer des positionnements pour les gens qui font la différence. Je peux te donner un exemple autre. Et j'en ai qu'un en tête, c'est celui que j'ai eu hier. Un mec qui fait du café, le mec qui vend du café. Non, tiens, je vais en prendre un autre. Un ancien associé qui faisait des macarons personnalisés. Je peux lui faire la pub, c'est un ami, c'est l'atelier du goûter, voilà, dessus. Il a payé des fours à sa femme pour faire des milliers de macarons par jour. Ok. Il a installé des cuisines, des machins, des trucs et tout. Et sa femme, incroyable, tu vois, elle a fait avec les meilleurs ouvriers de France, là, elle a été formée par le meilleur ouvrier de France, etc. Sur la pâtisserie, elle fait des super macarons, etc. Et lui, il essaie de faire du Facebook Ads.
Donc il m'appelle, il me dit tu peux gérer mes campagnes Facebook Ads s'il te plaît amicalement, hein. Enfin il m'a pas demandé comme ça, mais bon, je vais passer les détails. Non. Et je lui dis je pense que c'est de la merde, je pense que ça marchera pas si tu fais ça. Tu vas gratter de la marge, tu vas faire de l'e-commerce à la con, ça va machin. Ok. Je lui dis mec, qu'est-ce que tu dois faire? Va chercher des traiteurs, va chercher des hôtels, va chercher du B2B, parce que eux, ils vont prendre des commandes à n'en plus finir. Ils vont pas acheter une boîte de macarons avec un panier moyen à 35 balles. Ils vont faire un panier moyen à 5-10 000 balles. Je lui fais du cold email derrière, et je crois qu'il fait 10 000 balles de commandes sur le premier mail. Et du coup, il sature très vite son truc, et je lui dis, mais tu sais quoi, si tu n'arrives plus à produire ou que tu es bloqué là-dessus, tu renvoies vers ton concurrent principal, et il me dit, ouais, mais c'est de la merde, mon concurrent principal, il est pas bon, enfin, ce qu'il fait, c'est pas bon. Et je lui dis, c'est pas grave, envoie-les là-bas, déjà prends un peu de part de marché de ce mec-là, renvoie-lui tes clients, plutôt que d'attendre et que le mec soit pas satisfait, satisfais tes clients, et ensuite, tu leur enverras une boîte gratuite. Comme ça, ils pourront comparer. Et si le mec est mauvais, crois-moi qu'ils vont pas le rappeler et qu'ils te rappelleront toi. Par contre, évidemment, prends pas la responsabilité de la qualité du mec. Fais ça intelligemment. Je passerai le discours, mais bien évidemment, fais attention. Envoie-leur la boîte gratuite après qu'ils aient goûté la boîte de merde. Et tu verras qu'ils te rappelleront. Et du coup, petit à petit, tu vois, là, tu as un repositionnement d'un mec qui fait de l'e-commerce sur des macarons ou en se repositionnant en B2B, d'un coup, il fait plus de pognon. Tu vois, ça, c'est le genre de truc qu'on fait en consulting, typiquement. Et d'un coup, les mecs, ils passent de, 5 000 balles par mois à 100, 200K, quoi. Voilà. Après, c'est un autre sujet. Il faut savoir gérer l'argent, etc. Alors, c'est un autre sujet. Les roulements de trésorerie, les machins, tout ça, mais voilà. Et donc, je sais pas, des exemples comme ça, il y en a beaucoup. Si t'en as un en tête, je peux. Voilà. Et en général, l'idée, c'est d'aller. De toute façon, c'est très simple. Est-ce que l'infopreneur qui fait 10 000 balles par mois sera capable de te payer 50 000? Non. Très bien. Est-ce qu'un fonds qui fait de l'investissement, qui génère des centaines de millions tous les ans, va être capable de te payer 50 000? Oui. OK. Donc, évidemment, qu'est-ce qui sépare les deux? Un mec comme toi, comme moi, qui arrive et qui comprend ce qu'il fait et qui va l'aider. C'est tout. Si tu restes bloqué dans ta croyance de faut que je fasse des shorts pour des mecs qui font du contenu et tout, tu feras jamais d'argent. Tu seras bloqué. Enfin, tu vas vivoter, quoi. Tu vas faire tes 20, 30 000, 10 000, je sais pas, le montant, peu importe. Mais c'est pas ça qui va te rendre riche. Ou alors tu mettras beaucoup de temps. À 10 ans, machin, etc. Et ça, justement, je l'ai compris un peu tardivement. Si j'avais compris au tout début, ce que je viens de dire, ça aurait changé pas mal de trucs. Aujourd'hui, c'est quoi leurs besoins? On va voir par exemple un family office. Okay. Ou alors, Alex, tu connais bien aussi un promoteur immobilier. De quoi est-ce qu'ils ont besoin et quel type d'offres? Est-ce que si on va aller voir avec les offres très à la mode aujourd'hui, avec des buzzwords, à parler d'IA, de crypto, de ce que tu veux, est-ce que c'est quelque chose qui les séduit? Et si oui, sous quelle forme? Et sinon, quel autre type d'offre pourrait leur plaire? Est-ce que là, tu as des exemples qui sont peut-être nouveaux, tout simplement, qui marchent super bien, auxquels très peu de personnes ont pu penser? Alors, il y a deux questions dans ta question. La première, c'est qu'est-ce qu'ils en pensent, comment ils sont. Alors, c'est un avis, je ne dirais pas qu'il est objectif celui-là, mais pour moi, tout ce qui est IA et tout, ça reste aujourd'hui tendance comme Big Data il y a 10 ans, comme ce que tu veux avant. C'est une sorte de bulle qui est bonne, qui est OK, tu vois, il y a des opportunités. Mais, et je pense que c'est en devenir, hein, je pense que c'est l'avenir également. Mais je pense que tout ça, pour moi, c'est un peu de l'arnaque, je m'explique, parce que les gens qui vont s'intéresser à l'IA, ça va être plutôt pour essayer de valoriser et faire des culbutes. Donc en fait, ce qui est valorisé dans l'IA aujourd'hui, que ce soit même dans l'écosystème startup ou quoi que ce soit, ça reste une forme de... c'est comme à l'époque, en fait, faut avoir son truc IA, faut avoir sa tech IA, faut avoir son machin, tu vois, c'est un peu un truc qui pour moi n'a pas de sens. On l'a vu avec, je sais plus ce que c'est récemment là, le mec qui a embauché des Indiens pour Ouais. je me rappelle plus le nom du truc. Voilà. Je trouve qu'il y a une histoire formidable parce que je trouve que c'est exactement ce que je suis en train d'essayer d'expliquer, c'est que ouais, dans la théorie il y a un truc, mais dans la réalité on n'y est pas, quoi. Et même si ces mecs-là, même s'il y a des gens, des brillants, des machins, tout ça, si tu veux, aujourd'hui intégrer l'IA dans ton business, oui, en termes d'assistanat, pas en termes de business model, pas en termes de machin. Et tu vois, on peut prendre l'exemple de la promotion immobilière. Tu peux faire des 3D, tu peux faire des trucs avec l'IA, ce que tu veux, machin, tu vois, mais ça remplacera jamais un mec qui a l'idée, un mec qui va te trouver les bons plans, les bonnes 3D avec mettre les bonnes choses au bon endroit. Tu peux perdre en fait peut-être 10 fois plus de temps avec de l'IA aujourd'hui, même si tu es bien rodé, etc., plutôt qu'avec un sous-traitant qui connaît son business. Donc en fait, aujourd'hui, pour moi, on n'est pas encore à fond là-dedans. Par contre, ceux qui investissent dans les startups ou dans l'IA, pour moi, c'est un produit qui est, c'est du capital risque, quoi. C'est un produit qui est potentiellement à perte. Et voilà, donc moi, je ne sais pas si je réponds exactement à ta question, mais des offres dans l'IA, il y en a plein. Mais est-ce que ça vaut le coup?
bah, je sais pas, il y en a pas des masses, quoi. Et un de ceux qui valait des masses, regarde ce que ça faisait. Et en gros, ce que tu me dis, c'est que aujourd'hui, c'est pas forcément avec ce type d'offre qu'on va venir séduire Non. les grands comptes et les grosses boîtes. Ça Ouais. m'étonne pour le coup. Ça m'étonne. Si, Je pensais qu'ils étaient tous en assistance respiratoire à se dire mais merde, qu'est-ce qui se passe? On sait que c'est énorme, Oui. comment on fait? Oui, alors, ok, c'est ce que j'ai eu du mal à exprimer. Oui, ils sont en attente, mais en face, en fait, pour moi, c'est limite du scam, si tu veux. C'est qu'en face, il n'y a rien aujourd'hui, vraiment. Donc oui, ils veulent investir, mais ils vont perdre leur pognon. Alors ok, ils vont avoir une chance sur truc, c'est pour ça que j'ai dit du capital risque. Ok, ils vont peut-être prendre leur pognon, ils vont peut-être perdre leur pognon, peut-être en gagner beaucoup, mais aujourd'hui, il n'y a pas de séduction particulière. Ils ont l'impression de louper une vague. Il FOMO, en fait, si tu veux. En fait, tu joues sur le FOMO, voilà, je la fais plus simple. Les gens aujourd'hui, enfin, les grosses boîtes jouent sur le FOMO, sur l'IA. Parce que l'intégration réelle de ce qu'ils en font, ça reste un SaaS. Bah, je veux dire, faut arrêter, quoi. Ça reste du SaaS, quoi. L'IA, c'est un SaaS. C'est quoi l'IA? Et ce qui est vraiment propriétaire de l'IA, ça reste les microprocesseurs. Voilà, on peut parler d'NVIDIA, de Microchips en Taïwan, pour ne pas les citer. Eux, c'est les vrais gagnants. Voilà. Et si tu crois en l'IA, cherche pas à faire un SaaS IA, investis dans des actions, ceci n'est pas un conseil d'investissement, investis dans des actions liées à la création de la technologie. Et parce qu'aujourd'hui, pour moi, c'est un peu prématuré. Voilà. Tu peux me parler de LLM, tu peux me parler de ce que tu veux. Oui, il y a des choses qui se passent, oui, machin. Mais l'intégrer dans une boîte, tu intègres quoi concrètement? Tu n'intègres pas de l'IA. Tu intègres des automatisations. Ou, regarde, aujourd'hui, l'IA, automatiser l'IA, c'est N8N, Make, machin. D'accord. Donc, si tu fais de l'IA, tu intègres quoi? De la tech. Okay. Donc, la tech, c'est quoi? C'est un SaaS. Bon, bah, en gros, c'est un SaaS. C'est un SaaS amélioré, quoi. Un SaaS qui a l'air plus, quoi. Donc, c'est de la valo, fausse valo, tu vois. Ouais, de mon point de vue. Au-delà de ça, je pense que c'est aussi un changement d'habitude complet et énormément de formation, de conseils au sein des structures, parce que c'est. Alors, certes, je vois je comprends ta réflexion en disant, ouais, c'est un SaaS finalement. Mais je ne sais pas si vous avez vu, mais ChatGPT vient de sortir ses agents hier. Ils ont fait une démo. Finalement, de plus en plus de fonctionnalités qui hier étaient réparties sur des 1000 SaaS différents sont en train d'être regroupées sur un seul et même SaaS. Donc, à la fin de la journée, l'intégration dont tu parles, ça va être juste OpenAI, ChatGPT. Et ce qui va vraiment faire la différence, c'est comprendre comment, au sein d'une structure, tous les process vont pouvoir être soit automatisés, soit être améliorés, soit être plus rapides grâce à cette intégration-là. Et puis surtout, je pense, c'est comment changer les habitudes des différents des professionnels qui y travaillent pour leur montrer qu'au quotidien, ils peuvent utiliser la plateforme, comment est-ce qu'ils peuvent utiliser la plateforme, comment est-ce qu'ils peuvent croire à la plateforme, comment est-ce qu'ils peuvent dialoguer avec la plateforme. Et ça, je pense pas que ce soit du FOMO. Je sais pas, Alex, toi, dans les promotions, cette industrie de l'immobilier, même tu discutes avec pas mal de financiers, comment ça se passe? Est-ce que tu sens un FOMO justifié, injustifié? Alors déjà moi, je coupe la catégorie en deux, hein. Enfin, selon moi, les promoteurs immobiliers pur jus, dont c'est vraiment le métier, et les fonds d'invest, dont le métier, c'est vraiment de gérer l'argent, mais qui sont très déliés. Je fais une grosse différence dans le sens où ils réagissent pas de la même manière aux choses. Les fonds d'investissement qui doivent faire des paris, alors notamment les fonds de VC, eux, ils sont en train de FOMO. Pour le coup, du vrai FOMO et le classique, quoi. Ils sont prêts à payer. Alors, c'est moins vrai en France, mais sur des fonds américains ou quoi, il y a une vraie course et ils viennent de mettre une valo de 12 milliards à des gens enfin, Mira Mourati, la CEO d'OpenAI, enfin ex-CEO d'OpenAI évidemment, qui n'ont pas encore vraiment de produits et tout ça. Donc il y a ce vrai FOMO. Sur les fonds, de manière générale, il y a un FOMO sur si vous utilisez l'IA, c'est mieux, vous allez avoir des trucs, machin. Chez les promoteurs immobiliers qui sont en fait paradoxalement beaucoup plus pragmatiques sur le truc, honnêtement aujourd'hui, tous les promoteurs de petite taille jusqu'à avant le top 10, ils s'en foutent de l'IA. Ils s'en foutent, sauf s'ils prennent une agence qui en effet leur dit je vais vous faire des 3D par IA. Et si ça va plus vite, ils sont contents. Mais quelque part, si c'est pas une valeur ajoutée pour eux l'IA sur ces trucs-là. Les seuls trucs qui les intéressent, c'est comme ce que nous un peu on fournit, c'est quand on apporte quelque chose qui n'existait pas avant grâce à l'IA, donc en faisant du prédictif ou en permettant de résoudre certains problèmes. Mais c'est très très local et c'est sur
une problématique par-ci, une problématique par-là. Ils commencent pas à se dire, on va devenir AI native. Et je pense que chez les gros promoteurs, que je pratique un peu moins, mais chez Nexity, les bruits que j'ai quand même de temps en temps, on va devenir AI native ou ce genre de truc n'est qu'un discours marketing, et les équipes en interne, parce que pour le coup, j'en connais pas mal en interne, t'en foutent un peu. Ils utilisent OpenAI pour rédiger leur mail, mais ça s'arrête là. Le fait de on va devenir AI native n'est que un discours du board pour faire grimper l'action, ou voilà. Mais dans la réalité, eux, ils FOMO même pas. C'est juste si tu arrives à leur prouver concrètement que tu résous une problématique précise, oui, ils seraient prêts à payer. Mais si tu es capable de le faire sans IA, c'est pas un sujet. Le seul truc, c'est il s'avère que l'IA, avec 2-3 trucs, notamment du prédictif, a permis de résoudre 2-3 problématiques qui existaient, notamment sur les permis de construire. Voilà. Enfin, moi, c'est l'analyse que j'en fais aujourd'hui sur les deux que je connais vraiment. Et je pense que par contre, toute la sphère, tu vois, incubateur, accélérateur, toute cette sphère Startup Land, elle est beaucoup plus enclin au FOMO, et elle va beaucoup plus éventuellement convaincre quelques grands groupes CAC 40 que oui, il faut FOMO. Les banques, beaucoup, ce genre de trucs. Enfin, c'est comme ça que moi je le vois, et je peux avoir tort, mais je pense qu'on est encore dans une phase FOMO avec des cas concrets d'usage. Et je pense que les gagnants de demain, enfin moi c'est mon analyse pareil, qui est pas objective, mais j'espère avoir raison, c'est les gagnants de demain, c'est les cas concrets d'aujourd'hui qui sont peut-être moins valorisés que les trucs FOMO, mais qui ont de vraies raisons de perdurer. Et eux, potentiellement, ils peuvent valoir 1 milliard, 2 milliards, 10 milliards, 50 milliards, je sais pas, dans 5 ou 10 ans. Si on regarde la courbe d'NVIDIA, c'est criant. NVIDIA a toujours été une boîte qualitative, mais il y a 10 ans, personne ne pensait à elle comme un géant tech. Aujourd'hui, c'est la plus grosse boîte du monde. Et pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à faire des trucs pertinents en attendant la vague. Et ils n'ont pas commencé à s'investir en essayant de faire des trucs pour lesquels ils n'étaient pas bons, ou on va dire de pivoter à tort. Et du coup, quand la vague est arrivée, ils l'ont vachement bien surfé. Et là-dessus, je suis d'accord avec Cyril. Si tu veux parier sur l'IA, ce n'est pas non plus un conseil d'investissement, mais si tu veux parier sur l'IA, parie sur l'infra. Et l'infra, c'est quoi? C'est le cloud, et c'est les microchips. Donc c'est TSMC, c'est Nvidia, c'est ASML, enfin c'est tout ce qu'on connaît, quoi. Donc pas forcément des curseurs, quoi. Bah, cursor, moi, alors, et peut-être que j'aurais tort, hein, mais moi, mon analyse de cursor, c'est que c'est hyper dangereux. Je vois pas bien qu'est-ce qui empêcherait, quand on avait déjà eu cette discussion, mais ce qui empêcherait, alors oui, il y a cette question de, ils sont meilleurs un peu dans la distribution du produit précis par rapport à OpenAI, mais tu vois, OpenAI hier a sorti ses agents. Il y a plein de boîtes. Moi, il y avait une boîte dont j'ai bouffé le nom, mais qui faisait du PPT. En gros, il te faisait des PowerPoints, la boîte. Le truc est violet avec un petit astronaute dessus, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. A priori, si j'ai bien compris, je ne l'ai pas encore testé, je vais le tester aujourd'hui. A priori, ils sont morts. ChatGPT te fait tes PowerPoint et tes spreadsheets maintenant, donc ça déjà, c'est fini. Et tu n'as pas de raison d'aller chez eux, sachant que tu payes déjà ton abonnement ChatGPT et que tout est embedded avec tes discussions, donc il te connaît encore mieux, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui dit que demain, Cursor, ils font pas ça? Je sais pas. Alors, le jeu de la distribution, peut-être, mais c'est compliqué. Hein. Cursor, tu vaux 2 milliards, t'es pas ou même plus que ça, 9 milliards maintenant, pardon. Lovable, tu vaux 2 milliards depuis cette semaine. D'après moi, t'es pas super défendu. Hein. Mais peut-être que je me trompe. Mais je préfère prendre, j'ai 200 millions à mettre, je préfère les mettre chez TSMC que chez Cursor. Quand bien même, TSMC est déjà une boîte mature, et donc je sais très bien que j'aurai moins d'upside sur mes 200. Enfin, a priori, j'aurai moins d'upside sur mes 200 millions. Pour autant, je pense que c'est plus safe. D'ailleurs, les décisions valables à 200 millions sont valables à 200 000. Dans le sens où, en général, voilà, moi j'aime bien ce type de raccourci, entre guillemets, dans le sens où, ouais, à 200 millions, il vaut mieux investir sur l'action d'infra. Ouais. Et en fait, c'est valable aussi sur plus petite échelle, quoi. Moi, je suis 100% d'accord avec tout ce que vient de dire Alex. Hein, en fait, c'est même évident. Après, les FOMO au board, chez les gens, quand les décisionnaires, pour le dire simple, sont OK et disent OK, il faut intégrer de l'IA, de toute façon, il faut qu'ensuite, c'était les décisions des équipes qui, elles, doivent aussi l'accepter et le faire, parce que sinon, mais de toute façon, c'est comme ça que ça marche. Enfin, je veux dire, sinon, ça se met de côté, il y a des budgets qui passent,
puis ça sert à rien, quoi. Voilà. Puis après, on va gratter de la marge, et voilà, etc. Après, je rajouterais un élément. Je dirais que pour moi, tout ça, c'est comme une grosse crypto-monnaie, en fait. J'ai l'impression que maintenant, là, il y a des milliards, des dizaines de milliards qui peuvent être mis et perdus du jour au lendemain. Avant, c'était pas forcément ça. Avant, c'était un peu plus sécurisé, quoi. Bon, la valo a toujours été plus ou moins, voilà, mais les multiples aujourd'hui sont tellement hauts que du coup, le down, il est aussi très, très violent, quoi. Et, et donc, c'est sûr, quand on commence aujourd'hui à toucher à des sujets d'IA, ou en tout cas de grosse valorisation, il faut faire quand même ultra attention à ce qu'on fait. Après, si on est un petit, en gros, je vais reprendre l'exemple d'Alex sur les histoires des PowerPoints. Ça t'empêche pas de prendre cet actif, c'est-à-dire de dire, bah, tiens, GPT aujourd'hui fait mieux que ça, enfin, il fait des bons spreadsheets et des bons PowerPoints, et d'aller aider des sociétés qui galèrent sur ces sujets-là, pour aller faire, bon, là on parle d'un autre sujet, c'est plus petit argent, on ne parle pas de milliards, etc., mais où bah, c'est pour ça que je dis qu'en fait le marché il s'étire petit à petit. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de pyramide entre les États et les mecs sur Internet qui essaient de machin. C'est vraiment, en fait, chaque catégorie de service a son niveau de la pyramide. Et c'est ce qui est utilisé en haut en général découle en bas, mais c'est pas parce qu'on l'utilise pas en haut qu'il n'est pas valable en bas. Et évidemment, par contre, c'est pas avec ça que tu feras des grosses valos. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais fondamentalement, voilà, comme l'a dit Alex, moi sur l'immobilier, je vois pas le rapport. Et de toute façon, enfin de l'IA, et de toute façon, même dans les boîtes, l'argumentaire, ça va être quoi? Gagner du temps, économiser du RH. T'es pas là à développer ta boîte. Et moi, personnellement, j'ai toujours appris dans une boîte, peu importe le niveau, que le sujet, c'est pas combien tu économises, mais combien tu gagnes. Est-ce que l'IA rapporte de l'argent aujourd'hui à des grosses boîtes? Et si oui, comment? Bah, il n'y a pas grand-chose. C'est que des coûts d'externalisation qui sont réduits, c'est peut-être du RH qui va être réduit, ça va être des nouveaux outils, etc. Mais ce qui va faire la valeur, la valeur aujourd'hui est dans la production. Par contre, je crois beaucoup plus en la robotique, qui, elle, peut changer la phase de la production dans des grosses boîtes. Celle-là, oui. Et franchement, je trouve qu'elle est en grosse accélération comparée à ce qu'on pouvait penser il y a encore quelques années. Ça, pour le coup, ça peut être un vrai game changer. C'est comme comparer, pour moi, tu vois, si je fais un comparatif de ça, c'est comme comparer une crypto ou la blockchain. Pour moi, la robotique, j'y crois, c'est la blockchain. Pour ceux qui ont le truc du Web3. Là où pour moi, l'IA, c'est comme une crypto. Parce que pour le coup, le changement en profondeur va se faire avec les robots. L'IA, c'est juste de l'assistanat aujourd'hui. C'est une optimisation. On n'est pas dans un bouleversement de marché. On n'est pas dans. Qu'est-ce que ça a révolutionné l'IA concrètement? De l'assistanat. C'est tout. C'est-à-dire avoir des avis, avoir des machins, avoir des trucs. Ok, il te sort pas. Enfin, moi, en tant que consultant, je suis pas inquiet pour le moment. GPT va pas me remplacer, quoi. Tu vois. Donc, si moi-même, en tant que consultant, en termes de juste conseil, c'est-à-dire conversationnel, sur lequel il est censé exceller, théoriquement, enfin, c'est pas là où il est censé exceller, mais je fais des raccourcis. Pourquoi est-ce qu'une boîte intégrerait un enjeu capital ou de changement majeur de son infrastructure ou de son business model avec de l'IA? Tu vois, donc pour moi, c'est plus un outil que un changement de marché, quoi. Voilà. Après, ça veut pas dire que tu peux pas surfer la vague, ouais, mais avec un risque de ce que vient de dire Alex et ce que je disais avant, c'est que bah ouais, voilà, tu FOMO sur un truc où tu peux perdre ton pognon, ou bon, ça sert à rien, tu vas perdre ton temps. Pour moi, c'est une petite perte de temps pour le moment. Je peux pas dire dans l'avenir, mais voilà. Alors que la robotique, fatalement, ça va arriver, quoi. Fatalement, la robotique, la production, fatalement, obligatoirement. Et pour le coup, en termes de sujet d'enjeu, si on a des grosses aversions aux pertes, etc., à part si on est des gros joueurs, mais la robotique, pour moi, c'est quand même assez safe parce que ça ne peut que se développer. Comparé à l'IA qui peut, elle, up and down. T'en penses quoi, toi, Luc? En fait, je rejoins vos analyses. C'est juste que j'ai un peu plus de mal avec la phrase « Aujourd'hui, l'IA, c'est que de l'assistanat ». Parce qu'on se rend compte quand même que à partir du moment où il y a des SaaS entiers qui sont en train de disparaître, parce que ChatGPT arrive à copier leurs features pour beaucoup moins cher et certaines fois avec une meilleure qualité, on ne peut pas réduire ça à de l'assistanat. Quand tu vois des industries entières en ce moment qui se posent une vraie question existentielle, est-ce que finalement on va continuer à survivre dans les 5 à 10 prochaines années? C'est pas juste du gain de temps. C'est réellement des personnes qui arrivent à la fois automatiser, optimiser tout leur process et à la fois qui trouvent des débouchés qui se justifient d'un point de vue économique. Alors, ce que tu dis en gros, c'est que ça génère pas de revenus et que dans une logique business, il faudrait se demander comment générer plus de revenus et pas comment dépenser moins. Mais à la fin de la journée, peut-être que pour beaucoup de business, ça revient au même. Ouais, après, faut pas oublier un truc, par contre, entre guillemets, en la défense de l'IA, qui est une grande partie des SaaS aussi
n'ont pas été productifs en termes de business, mais étaient uniquement là pour réduire des coûts ou optimiser des process. Hein. Il y a quand même, je pense, bien la moitié des SaaS qui ne te fait pas gagner d'argent, voire plus, je pense même, ne te fait pas gagner d'argent, mais te permet juste, c'est le cas d'un CRM, hein, te permet juste de mieux organiser ton taf et donc d'avoir potentiellement moins de personnes, remplacées par du logiciel, gain de temps et tout. Et donc, je pense que l'IA est très compétitive là-dessus. C'est pour ça que je pense que c'est quand même une thématique sur laquelle il peut y avoir de l'investissement. Et puis surtout, l'IA doit être intégrée à la robotique pour que ça fonctionne. Donc, quelque part, tout ce truc-là est très mélangé. Par contre, c'est vrai que j'ai pas de cas. Est-ce que tu as des cas concrets, Luc, d'une production de capital, enfin, oui, d'une production de capital, de générer de la croissance grâce à l'IA? Est-ce que. Oui. Ouais, vas-y. Bah, ne serait-ce que dans la création de contenu. Là, moi, j'ai pu croiser, notamment en Thaïlande, des très très jeunes personnes qui, avec l'IA, parviennent à publier des centaines de vidéos par jour, jusqu'à 300 vidéos par jour, notamment sur YouTube Shorts. Bon, maintenant, c'est démonétisé, donc pas de bol. Hein. Mais encore très récemment, c'était on produit massivement, beaucoup plus rapidement, pour presque que dalle. Ils faisaient des centaines de milliers d'euros par mois juste avec la monétisation YouTube. Alors, c'est quelque chose qui est très niché, si tu veux, mais je suis sûr qu'on pourrait trouver tout cas Non, mais similaire. c'est vrai, non, mais t'as raison. Quelque part, t'as fondamentalement raison, même si ça a été démonétisé, machin. C'était un argument ils arrivent à produire, oui, si, tous les trucs AI girlfriend, machin. Pardon, excuse-moi. Il y a des mecs qui arrivent quand même à tourner l'IA comme étant un outil de production. C'est souvent autour de la création de contenu, mais c'est un outil. Ça peut être un outil. C'est vrai, t'as raison. Alors, moi, pour le coup, je vais arriver avec mes grands sabots. Pour moi, je trouve que c'est absolument faux. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est pas une question d'IA. Avant l'IA, tu avais Python, Text-to-Speech et FFmpeg, qui sont 3 outils. FFmpeg, c'est un truc de compression vidéo. Python, c'est un langage de programmation pour aller scraper, etc. Et Text-to-Speech, c'est pour faire du vocal. Bah, je suis désolé, ce que fait l'IA aujourd'hui, nous, on le faisait il y a déjà 10 ans. Je redis, pour moi, tout ce que tu viens de dire, ça reconfirme ce que j'ai dit avant. C'est une optimisation, ok, c'est centralisé à un endroit, c'est peut-être plus accessible, et ça, c'est important. Plus accessible aujourd'hui, mais c'est pas une révolution, c'est pas, voilà, les mecs qui faisaient ça, qui ont 20 ans aujourd'hui, moi, je les connaissais hier, ça s'appelait pas IA, ça s'appelait Python, machin, tout ça. J'ai l'impression que tu compares un peu l'avion avec, ou même le train avec la calèche. Oui, on pouvait se déplacer hier d'un point A à un point B, sauf qu'aujourd'hui, il y a le train. C'est un peu, et c'est pas pour autant que le train n'est pas une révolution. Je dis juste que, alors, si je dois faire, ok, vas-y, on va tenter un comparatif. Parce que tu compares le train et l'avion en disant que l'un est plus rapide que l'autre. Mais si ils produisent la même énergie et la même rentabilité, tu choisis lequel? Est-ce que tu estimes que l'un est une révolution par rapport à l'autre? Parce que publier 100 vidéos, tu l'as dit sans le dire, enfin tu l'as dit, après tu as dit un peu l'inverse, mais tu as dit, ouais, mais bon, il peut pas générer de la TikTok monnaie. Pour l'instant, Donc, non, pour l'instant, au sens où là, YouTube, c'est très récent, ils ont démonétisé parce qu'à mon avis, ils ont dû se dire, mais en fait, on a une vague de créateurs, on va peut-être de faux créateurs, on va peut-être privilégier les vrais créateurs, mais je suis voilà. persuadé que d'ici 2 ans, Ah, 3 ans, peut-être que YouTube va faire marche arrière lorsqu'ils vont se rendre compte qu'en fait, le contenu IA est bon et que les personnes regardent le contenu IA et donc il est justifié pour encourager les personnes à produire du contenu IA de bonne qualité et bien de les remonétiser. Et par ailleurs, je ne comparais pas forcément le train et l'avion, mais plus dans toi, ce que tu viens de dire juste avant, plutôt le train et la calèche, au sens où là, pour le coup, il y a vraiment un avant et un après à tous les niveaux. Regarde, je vais donner un contre-exemple qui n'a rien à voir, mais qui va faire pour moi office d'évolution de marché. Tu prends la baguette de pain. VS, une baguette de pain industrielle. Ah ouais, tu peux produire, je sais pas, je dis n'importe quoi, 1 million de baguettes à la journée, alors que ton artisan boulanger, machin, etc. Ok. Qui l'emporte? Ok, factuellement, le volume va l'emporter sur la baguette, etc. Mais en attendant, tu as des labels qui peuvent se faire pour ton artisan boulanger. Et ta baguette à la fin, regarde, la tendance du monde va être quoi? De manger sain, d'éviter de bouffer industriel, de machin, etc. Donc, c'est pas parce que tu as une capacité de production qui est 100 fois au-dessus ou 1000 fois au-dessus, notamment plus rapide grâce à l'IA, que c'est forcément quelque chose qui sera révolutionnaire. Et aujourd'hui, ouais, vas-y. C'est ça justement, c'est que, et c'est ça ce qui fait peur, hein, c'est que là, on parle pas juste d'optimisation de temps. On parle certaines fois d'optimisation de qualité. Donc, finalement, c'est comme si tu arrivais à avoir des baguettes artisanales, pour reprendre ton exemple, mais avec la cadence d'une industrie qui arrive à produire des milliers de baguettes tous les jours. Oui, mais la qualité vient du machine learning, pas de l'IA.
C'est-à-dire que en gros, l'optimisation, comment l'IA marche avec le machine learning. Donc grosso modo, pour la faire très simple, le machine learning, c'est tu réitères énormément de fois pour arriver au résultat le plus parfait. Voilà, on va la faire très simple. Voilà, c'est pas de l'IA, c'est de la programmation. C'est un langage web, c'est du machine learning. Et donc aujourd'hui, mettre ça au service d'une IA qui va être autonome, ça je suis 100% d'accord. Et Alex a dit tout à l'heure, lié robotique et IA, c'est vrai que c'est un marché qui c'est assez commun. Finalement, il y a un croisement, j'ai plus le terme, mais il y a un truc au milieu, quoi. Mais en soi, la révolution sur de la création informatique, on appelle ça en gros de la mass spam, création, ce que tu veux quoi. Il y a toujours eu des outils pour ça. C'est pour ça que je dis que ça reste un SaaS. C'est ce que tu dis. Regarde, c'est comme Ford, l'histoire de Ford. Si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, ils m'auraient dit plus de chevaux. Moi, j'ai fait la voiture. Aujourd'hui, j'ai l'impression que l'IA, ça te permet de mettre plus de chevaux. Donc pour moi, sur cet exemple-là, c'est pas forcément une voiture qui se crée avec l'IA. Voilà. Et c'est vraiment pour l'illustration du sujet, parce que sinon, non pas que je suis pas d'accord, parce que dans le fond, l'IA aide, gagne du temps, etc. Il y a beaucoup de choses. Je me sers moi-même de l'IA sur certains sujets, mais pas même d'un point de vue production, si tu veux, c'est l'accessibilité pour moi qui fait la différence. C'est l'accessibilité à un SaaS qui est centralisé, qui s'appelle aujourd'hui IA, LLM, ce que tu veux, et qu'aujourd'hui, des SaaS de demain, ils vont se plugger sur ces trucs-là. En fait, tu regardes les SaaS aujourd'hui, ils sont plugués sur des. Voilà, c'est quoi les gros concurrents? Tu as Perplexity, tu as OpenAI, on va pas tous les faire, mais tu vois l'idée. J'ai pas Perplexity, Anthropic, pardon. Tu as ces boîtes-là qui, eux, peuvent demain changer le marché, mais aujourd'hui, c'est trop tôt. Et non pas que ça arrivera pas, mais qu'aujourd'hui, les cas qu'on donne, pour moi, ne sont pas suffisamment avancés ou n'ont pas un impact majeur dans une société importante, en tout cas. Voilà. Alors que dans une capacité de production, pourquoi pas? Tu vois, voilà. Mais après, oui, peur de la place de son job et tout, je sais pas, peut-être pas. Pour moi, les fins de marché créent des nouvelles opportunités. Comme le web, regarde, je me rappelle, moi, il y a 20 ans, on disait, mais même pas, tu sais quoi, il y a 10 ans, la discussion qu'on a là, je l'avais avec le big data. Plus personne n'entend parler du big data aujourd'hui. Ça a été remplacé par l'IA, mais c'est la même chose. C'était, mon Dieu, le big data. Il y avait PSA qui s'intéressait au big data. Je ne sais même pas s'ils avaient investi, je ne me rappelle pas. Voilà. Et fondamentalement, aujourd'hui, on parle de l'IA, mais dans 10 ans, on aura un nouveau narratif. Pas de problème. Voilà. Et peut-être que l'IA va changer la donne, mais c'est comme la crypto. On avait les mêmes discussions en crypto. Est-ce que la crypto va changer? Ça va changer quoi, la crypto? Peut-être ça changera demain, dans 10 ans, 15 ans, je ne dis pas le contraire, mais ça change quoi? Voilà. Mais c'est une révolution, c'est le Web 3. Ça change que dalle. Là, il y a quand même, c'est pas un bull run. Là. Enfin, je veux dire, bull run, ce qu'on appelle bull run, finalement, c'est une euphorie sans fondement utilitaire. Hein. Là, c'est un poil différent. Là, je crois que c'est 2022 la sortie de la nouvelle version de ChatGPT qui est devenue virale. On peut le voir aujourd'hui, même dans les licenciements de boîtes, même au jour le jour, au quotidien. Hein, quand tu utilises les outils d'IA, c'est pas de la crypto, quoi. C'est pas du même coin, c'est pas de la spéculation. Enfin, c'est de la spéculation. Il y a une bulle, mais bon. Mais je vois ce que tu veux dire, et c'était hyper intéressant. Et Cyril, dis-moi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Quel lien est-ce que je peux partager dans la description pour les personnes qui veulent en savoir plus sur toi et sur ce que tu proposes? Twitter et un lien pour l'email. Enfin, pour l'email, pour s'inscrire et suivre la newsletter, etc. Voilà, tu peux balancer un lien. Quel lien? Web de fou ou autre chose? Ouais, web de fou, bien sûr. Ok. Et est-ce que tu veux que je partage aussi ton programme B2B Empire ou non? Si tu veux, oui, okay. Si tu veux. J'ai un truc d'affil si tu veux dessus. Oui, vas-y. Ok, voilà, je te donnerai le process. Il faut s'inscrire sur Whoop et tout. Je te filerai. Ok, ça marche. On s'arrête là? Non. Ça va être là si tu veux. Mais on se dit au revoir, tout ça? De toute façon, parce que quand même. Non, je kill l'enregistrement et c'est bon. Ok. Écoutez, parce que là, c'est enregistré du coup. Ah oui, d'accord, ok, pardon. Ça, tu peux pas, ouais. Tu veux de la file? Ouais. Merci à tous pour votre écoute. Abonnez-vous et à la semaine prochaine.